À ton avis, je paye le date ou pas? Évidemment que tu payes le date. Pourquoi? Mais ça se voit. Heureusement que les mecs ils payent les dates en fait, c'est la base, tu vois. Le coût d'un date pour une meuf, c'est un délire. Je m'appelle Nina Ramen, dirigeante d'une boîte qui s'appelle Ramène ta fraise. Mon métier c'est d'aider les femmes à prendre la parole dans les espaces professionnels. Aujourd'hui, tu as quasiment un monoproduit que tu veux scaler, je pense, cette année de 6 à 7 chiffres. Quand quelqu'un amène un business et un monoproduit à 1 million, c'est quand même une prouesse, tu vois. Focus. Et le focus c'est pas drôle. Monter ce business aussi haut, en fait ça m'a demandé une énergie de ouf. Ouais, Entre-temps ouais. j'ai eu un enfant. Si. Tu aimerais d'autres enfants? Vraiment faire 1 million d'euros. Faire un enfant. On y reviendra. Je te propose un petit jeu pour te connaître un peu plus qui s'appelle Sur 10. Tout le monde en France peut avoir le même succès que Nina Ramen sur 10. 0. Bonjour à tous, bienvenue Nina Ramen. Salut Thibault Louis. Ça va? C'est la 18e fois que je t'invite sur le podcast. Est-ce que je suis la personne la plus invitée sur ton podcast? Ça fait la 3e fois que je viens. C'est la 3e fois, t'es venu en 2021, t'étais en salarié encore, et enfin tu faisais un peu de freelancing. T'es venu en 2022, fin 2022, et maintenant tu viens fin 2024. Notre dernière interview, c'était il y a 2 ans déjà. Incroyable. Et j'ai l'impression qu'on se suit en fait depuis toutes ces années. Il faut dire à nos auditeurs et à nos auditrices quoi qu'on a des droites parallèles et puis de temps en temps voilà on se croise, on s'update régulièrement aussi de nos business. Exactement. Et je vais dire j'ai pas ça fait 3 fois que je te vois et que j'ai une vibe et que je suis pas ces 3 dernières fois j'ai l'impression de pas être devant la même personne à chaque fois, tu vois. Intéressant. Il y a une évolution qui est claire en fait pour moi, mais je te laisserai plutôt en parler de toi et laisser les gens, les auditeurs jugent. Mais bon. D'ailleurs, ils peuvent aller voir les épisodes précédents et nous dire s'ils voient une évolution eux. Mais déjà, il y a une évolution dans le podcast parce que vu que j'avais pas d'oseille, notre premier épisode était en audio. Le 2e épisode est en vidéo et le 3e épisode est dans mon studio. Ouais, c'est clair. Franchement, c'est marrant de voir aussi ton évolution au travers de ce média-là. C'est un média que tu as tenu, mine de rien, quand on sait que 80% des podcasts dépassent pas les 10 épisodes, tu as quand même masterisé ce game, quoi. Donc, ouais. Bravo pour ça. Mais pourtant, j'en fais pas beaucoup des épisodes, c'est difficile. Parce que aussi, c'est pour ça que j'invite aussi les gens, c'est parce que j'ai pas il y a pas énormément de gens que je respecte dans ce game. Enfin, je respecte tout le monde. Mais de gens où je me dis j'ai vraiment envie de passer une interview avec eux, tu vois. Enfin, je respecte tout le monde, il y a pas de souci. Ouais, et puis passer 1 heure écart avec quelqu'un, faut être quand même convaincu que tu as des choses à apprendre de cette personne et que tu as envie de creuser à fond. Ouais. Surtout quand tu as des personnalités où tu vas apprendre par toi-même, sur Internet et tout, que tu prennes le temps, l'énergie à consacrer à quelqu'un pendant 1h30. Je trouve que ouais, c'est cool. Et pareil, réciproquement, très contente d'être là. Écoute, j'ai tellement de questions à te poser. D'ailleurs, on a fait les pipelettes juste avant. De toute façon, là, tu vas rester le week-end parce qu'il y a le mastermind où tu es intervenante et pas participante, c'est important de le souligner. Et j'ai plein de questions pour toi. Je sais qu'on va, comme Laurine la dernière fois, on va discuter de plein de choses. Je sais moi, j'ai du respect pour toi, que je pense réciproque dans le business, et parce qu'on a pas mal de trucs à se dire. Moi, je pense que tu as pas mal d'idées aussi, très créatives. Mais je sais pas. Je suppose que 90% des gens qui regardent cet épisode te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire... alors, je pense que tu romps un peu l'exercice, je sais que c'est difficile comme question, mais est-ce que tu peux te présenter rapidement aujourd'hui? Ouais, merci. Je m'appelle Nina Ramen. Je suis une femme, j'ai 33 ans. Je suis maman d'un enfant qui s'appelle Léon, qui a 2 ans. Je suis une femme racisée, cis, hétéro. Voilà, déjà pour la présentation de moi en tant que humaine. Et à part ça, dans ma vie d'humaine, je suis dirigeante d'une boîte qui s'appelle Ramène ta fraise. R-A-M-E-N, ta fraise. Un jeu de mots d'ailleurs qui a été inventé par la communauté, pour le coup. Mon métier, c'est d'aider les femmes à prendre la parole dans les espaces professionnels, et notamment sur LinkedIn, parce que je pense que plus tu as de visibilité, plus tu as d'opportunités, plus tu as d'argent. Et dans un monde où les femmes gagnent encore 24% de moins que les hommes, on a besoin de plus de représentativité. Dans un monde où dès l'enfance, dès l'école, les terrains la cour de récré est occupée à 80% par le terrain de foot au milieu, et puis les filles, elles sont sur les côtés. Tu vois, dès l'enfance, en fait, les femmes, elles sont pas forcément éduquées à prendre de la place. Après, quand on grandit, on n'a pas beaucoup de rôles modèles féminins, finalement. Mais moi, je vois, quand je suis arrivée sur LinkedIn, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui prenaient la parole. Je suis arrivée, j'étais une des seules femmes dans l'écosystème français. Alors, je te parle il y a quand même pas mal de temps, c'était il y a 6 ans. Mais c'était plutôt des mecs blancs avec des costards cravates. Je ne me reconnaissais pas du tout. Donc ça, c'est le manque de rôle modèle. Et puis, la 3e chose, c'est qu'en entreprise, les femmes se font couper la parole 2 fois plus souvent. Donc tout ça fait que je pense que les femmes ne sont pas assez représentées. En tout cas, moi, j'en ai souffert. Et je pense encore aujourd'hui qu'on a intérêt à rendre les femmes plus visibles.
Voilà, c'est ce qu'on fait chez Ramène ta fraise. On vend notamment un produit qui s'appelle le Bootcamp, qui aide les femmes en 6 semaines à être visibles et reconnues. Ok. Donc très clair. Merci pour cette présentation. On va, de toute façon, donc pour la structure du podcast, on va parler dans un deuxième temps de ton business et je vais te cuisiner. J'ai plein de questions que de toute façon je t'aurais posées en privé parce qu'en fait aujourd'hui tu as quasiment un monoproduit, ce qui est très intéressant, que tu veux scaler enfin que tu vas scaler, je pense, cette année de 6 à 7 chiffres, ce qui est actuellement un peu le mantra, un peu la tendance des solopreneurs actuels, c'est-à-dire de passer de 300 000, 400 000 quand ils se débrouillent bien, à essayer de passer à 1,5 million ou des choses comme ça. Donc, tu es dans cette fameuse vallée de la mort, donc je vais te cuisiner sur ça. Mais avant, je te propose un petit jeu pour te connaître un peu plus. C'est un jeu que... Alors, je pense pas que je te l'avoir fait la dernière interview, ce qui s'appelle le jeu sur 10. En fait, je vais te donner des phrases. Donc, on va le faire en 2 temps. Je vais donner des phrases. Et tu vas me dire sur 10 à quel point tu es d'accord, ok? Je te propose que tu me donnes juste la note et ensuite, à la fin des questions, je reviendrai sur des choses qui m'intriguent, ok? J'adore ce jeu. Ok. Je vais te titiller là-dessus, hein, sur les questions. T'es prête? Vas-y. Ok. Ça te saoule pas qu'il y ait que des femmes dans les accompagnements sur 10? À quel point ça te saoule qu'il y ait que des femmes? Ouais, ça me saoule. De combien sur 10? Ah. C'est le jeu. Ok. Ça me saoule qu'il n'y ait que des femmes, ça me saoule à 8. Ok, je m'attendais pas. J'ai des addictions sur 10. 8. Je suis une personne équilibrée sur 10. 3. Je suis anxieuse par rapport à l'argent sur 10. 8. Je suis sincère dans ce que je dis sur les réseaux sociaux sur 10. 8. Je regrette d'avoir cédé aux pressions sur mon bootcamp au Maroc sur 10. 0. Je regrette pas. Gagner beaucoup plus d'argent que mon mec me pose problème sur 10. 4. 5. Ok, et je te la repose différemment. Gagner beaucoup plus d'argent que mon mec pose problème sur 10. Ah, ça pose problème à qui? À moi? Bah, la première question, c'était à toi, mais maintenant, la deuxième question, c'est pose problème sur 10. Dans mon entourage, 0. Dans la vie normale, 10. Parce que j'ai un entourage qui est extrêmement protecteur, en fait. Donc, dans mon entourage, pratiquement 0. Dans la vie normale, je pense 10. Donc 10, ça te pose problème ou ça te pose aucun problème? Attends, tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Je refais. Donc, je sais ce que je vais faire. Gagner beaucoup plus d'argent que mon mec me pose problème sur 10. Donc 10, ça me pose problème et 0, ça me pose pas de problème. Moi, ça me pose problème à 3, quoi. Okay. Ça me pose pratiquement pas de problème de gagner plus que mon mec. Et gagner beaucoup plus d'argent que mon mec pose problème. Donc 10, ça pose problème en général et 0, ça pose pas de problème. En général, dans la vie, ça pose pas de problème. Je dirais que ça pose un problème à 3, quoi. Okay. Mais si toutes les meufs... Enfin, voilà, c'est ça, après. Dans mon cas, je dirais non. On pourrait élargir, si tu veux. On y reviendra. Ouais. Parce que tu sais que j'accompagne... C'est n'importe quoi, c'est parce que... c'est en fait parce qu'on a trop de discussions qu'on a eues. Je sais de quoi tu veux parler. Je sais où je vais dans mon business sur 10. 8, 9, ouais. Je suis épanoui dans la forme actuelle de mon business sur 10. 9. Mes clientes me cassent les pieds sur 10. 10, c'est elle me casse les pieds. Ouais, 3, parce qu'au final, je passe plus trop de temps avec elle maintenant. Mais comme je t'ai reçu... Je vois que le positif maintenant. À la base, la question, c'était pas pied, j'avais mis autre chose, mais je me suis dit, je vais me mettre pied sur 10. Ouais. J'aimerais retourner au salariat sur 10. Si un jour je dois retourner au salariat, ça me poserait pas de problème. Est-ce que j'en ai envie aujourd'hui? Non. Mais j'en ai envie, non. Je dirais 0 sur 10, j'ai pas envie de retourner au salariat. Si un jour je dois le faire, je le ferai pas. Je me sens aujourd'hui privilégié sur 10. 10. Je regrette certaines choses que j'ai publiées en ligne sur 10. Je mettrais 7. Donc 7, donc tu regrettes beaucoup de choses que tu as publiées en ligne?
Je mettrais qu'il y a des choses que je regrette. Il y a peut-être une ou deux choses que je regrette à aller à 6, 7. Ouais. Ok. Il y a peu de choses que je regrette, mais celles que je regrette, je les regrette fort. Ok. Voilà, c'est ça. En fait. Ouais, ça me paraît logique. Ouais. J'ai changé en tant que personne en 3 ans sur 10. Pouf, 10. 10. Tout le monde en France peut avoir le même succès que Nina Ramen sur 10. 0. Être connu, c'est cool sur 10. Je suis pas connue. Je sais pas. Hein. T'es Internet famous. Ouais, c'est cool à 7. 6, 7. Ah, mais c'est quand même. Ouais. Avoir de l'oseille, c'est cool sur 10. 10. Avoir plus de 8 personnes dans sa team, c'est cool sur 10. 10. Si j'avais 1 milliard, je disparais sur 10. Jamais. Non. Je disparais pas sur 1 milliard. 0. 0. J'ai menti à une de tes questions sur 10. Non, 0. Ok. Il y a des questions, en fait, j'ai envie de... soit je suis pas sûre de la question, soit j'ai envie de détailler. Donc, Ouais. c'est l'objectif. Attends, parce qu'il y a un truc qui m'a... En fait, c'est la première question où tu m'as dit ça te saoule. En fait, j'ai hésité à te poser la question. Je me suis dit non, elle va me dire non, c'est trop bien d'avoir des femmes. Je pensais que tu vas me dire espace non mixte, etc. Non, comme ça crée un truc. Comme ça, elles se font pas emmerder par des gars. Comme ça, elles sont plus. Et du coup, mais ça te saoule quand même. Non, alors la non-mixité, moi j'ai choisi de faire des produits en non-mixité avec que des femmes. Parce que la non-mixité est un espace de pouvoir. C'est-à-dire que, en non-mixité, la parole, elle n'est pas monopolisée. En non-mixité, quand elles subissent des attaques sexistes, elles peuvent se céder les unes les autres. La non-mixité, elle permet d'organiser la résistance pour aller dans des espaces mixtes où les femmes vont subir des agressions. Par contre, je pense que de manière générale, dans les formations, les femmes vont plus facilement suivre des formations que les hommes. J'ai cru comprendre que ta question était, il y a plus de femmes qui suivent des formations dans la vie. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose ? C'est ça ou pas ? Ou c'était spécifiquement dans mes formations ? Non, en fait, alors je te repose la question, c'est le fait qu'il n'y ait que des femmes dans ton accompagnement. Ah, c'est trop bien ! 10 sur 10. Ah, mais moi, toute ma vie est faite où il n'y a que des femmes. C'est-à-dire que moi, mon entourage est quasiment composé à 98% de femmes. Enfin, quand je rentre en interaction avec des hommes, c'est très rare, en fait. Là, tu vois, c'est un cas très particulier, mais c'est rare que je rentre en interaction avec des hommes. À part ceux qui vivent avec moi. Non, ok, alors la question, c'est moi, de toute façon, si la question n'est pas claire, c'est ma faute. Non, la question c'était, est-ce que ça te saoule qu'il y ait que des femmes dans ton accompagnement ? Ah non, c'est trop bien. Ok, ah, donc 10. Incroyable. D'accord, ok. Ah ouais, c'est. Ok. C'est incroyable. Et ok, je vais te titiller un peu alors là-dessus. Vas-y. Est-ce que si t'apprenais qu'un mec faisait le même programme que toi, mais que pour les hommes, tu trouverais ça acceptable ? Non. Mais pourquoi ? Parce que dire qu'il y a une symétrie entre les femmes et les hommes, c'est omettre le fait qu'on vit dans un monde qui est dominé par les hommes. Donc toi, tu dis qu'il y a un truc symétrique, donc tu veux appliquer. Tu dis, toi, t'as que des femmes, moi, je vais faire un truc avec des hommes. Je dis oui, mais en fait, aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où les femmes et les hommes sont à égalité. Et donc, en fait, les besoins ne sont pas les mêmes. Et tu peux pas symétriser quelque chose qui n'est pas symétrique. Et aujourd'hui, on vit dans un monde de domination où les femmes se font agresser, alors physiquement, mais aussi verbalement sur LinkedIn, probablement plus que les hommes. Et donc, il y a ce dispositif est destiné à ceux qui sont dans une situation et à celles et ceux qui sont dans une situation d'oppression. Quand t'es juste des dominants entre eux pour savoir comment plus dominer, tu vois, pour moi c'est pas du tout symétrique en fait. Ok. Et le groupe No Mix n'a que pour objectif de rétablir la mixité et la parité. Demain, on est à un monde à 50-50, etc. Normalement, on n'a plus besoin de groupe non mixte. Tu vois. Ok. On est là pour écouter ce que tu as à dire. Parce que moi, je pense, on s'en fout. Mais... tu vois, il est en train de se dire... Oh là là. Non, mais tu sais, c'est des questions... Non, c'est des questions... Non, mais du coup, je savais pas si tu allais me répondre. Tu vois, à cette question, par exemple. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe. Là, pour me titiller, je vais dire, est-ce que ça existe pas les groupes uniquement masculins? Les gens diraient, c'est la société. Ouais, c'est le CAC 40. C'est le CAC 40. Okay. C'est un codir. En fait, aujourd'hui, tous les espaces de pouvoir sont des espaces non mixtes pour les femmes, tu vois. Et être la première femme dans la pièce, c'est tellement dur. Mais j'ai parlé de toi il y a 2 jours avec quelqu'un. Parce qu'une personne m'a fait une blague. Je sais pas si tu as vu un post que j'ai écrit où j'ai dit
il y avait un mec dans un café, il avait pas de smartphone, il avait pas d'ordi, et donc j'ai appelé la police parce que c'est un dangereux individu, tu vois. Et en fait, ça fait rire quelqu'un, et du coup, il m'a dit, elle m'a dit oui, mais les gens se cachent derrière leur ordi, etc., etc. Et ça m'avait rappelé un truc où tu avais fait un post, une newsletter sur les voyages d'affaires, et qu'en fait, il y avait que des tables individuelles, et toi, t'arrives à reconnaître, en gros, quand c'est des gens qui viennent pour les affaires, et que en fait, tu disais dans le train et dans l'hôtel, il y avait que des hommes à des tables individuelles, et t'étais la seule femme, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'était à Sophia Antipolis, qui est quand même... Ok. donc, je donnais une journée de conférence dans une banque. Alors, situation qui ne m'arrive pas très souvent, je t'avoue, parce que c'est pas le persona type, mais en l'occurrence... on m'avait demandé une journée de formation pour une équipe de dirigeants, donc j'y suis allée. Et donc, je suis allée jusqu'à Sophia Antipolis. Et effectivement, c'était un hôtel typiquement où tu voyais bien que c'était que des cadres et des managers et des personnes qui étaient là pour le travail. C'est un truc qui est pas loin de l'aéroport, avec un centre pour faire des séminaires juste à côté. Enfin voilà, tout le monde était là pour travailler. Il y avait majoritairement des hommes. Ouais. Alors, je reviens sur un truc un peu plus perso, sur une question que je t'ai posée. J'ai des addictions, tu m'as mis 8. Donc, est-ce que tu voudrais bien me les confesser? Ouais. Moi, j'ai un terrain hyper addictif. Aujourd'hui, j'en ai peu, mais j'en ai eu beaucoup et je sens que je peux tomber très facilement dans l'addiction. Là, je suis en train de me faire diagnostiquer sur le TDAH. Ok. Je pensais que c'était un truc un peu de chaman au début. Je me suis dit, ah, mais tout le monde est TDAH. Les gens, ils disent que leurs enfants, ils sont TDAH, juste leurs enfants, ils sont chiants, tu vois. Et en fait, c'était ma croyance. Donc, je pensais vraiment que tout le monde disait ça. Et donc, je me suis dit, c'est un truc chamanique, genre comme l'horoscope, tu sais, ça n'existe pas. Et en fait, avec le temps, j'ai découvert que c'était une vraie neuroatypique, qu'il y avait des vrais symptômes, que ça se voyait. Tu sais, moi, je suis ingénieur en chimie, donc je suis scientifique. Ça se voit sur des images de scanner. Et donc j'ai commencé à explorer ce truc-là. Et au travers de ça, c'est aussi des personnes qui peuvent avoir tendance à de fortes addictions. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai eu tendance à avoir des fortes addictions. J'ai fumé beaucoup, jusqu'à un paquet par jour. J'ai bu. En fait, pour moi, c'est une des premières addictions que tu as quand tu es en école de commerce ou d'ingé. L'alcoolisme, c'est un délire, en fait. C'est juste qu'on ne nomme pas alcoolisme parce que c'est pas montré comme tel, parce que c'est l'apéro, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Le sucre, pour le coup, et hyperdopamine. Tu vois, tout ce qui est écran, scroller, etc. J'essaie de pas le faire, mais je vois bien que ça fait des effets sur mon cerveau que mon cerveau aime beaucoup. Donc, j'essaie de lutter contre, mais je constate que j'ai un terrain dopaminergique, dont j'ai le cerveau qui demande beaucoup de dopamine et beaucoup de plaisir, instant gratification, tu vois. J'ai un cerveau de la gratification instantanée qui est très, 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 très sensible à la gratification instantanée, là où certaines personnes, je pense, arrivent plus à avoir le temps long. Mais moi, je sais que, du coup, ça fait de moi quelqu'un de très excessif, de très intense, tu vois. Ça se voit sur ma personnalité, mais grosso modo, je dirais que c'est un peu ça mes addictions. Mais tu sais, pas mal de personnes qui étudient ces phénomènes-là disent justement que en fait, la technologie nous fait qu'on arrive à faire des choses beaucoup plus incroyables qu'il y a 100 ans, 500 ans, etc. Mais que la technologie, en fait, compense le fait qu'on est devenu... Beaucoup de gens sont devenus un peu plus cons, en fait, parce que... et beaucoup moins... ils ont beaucoup moins de force, de frappe, en fait, parce que la dopamine leur crame, en fait, toute leur volonté. Mais c'est quand même, t'as réussi à faire quand même beaucoup de choses malgré ces addictions, et t'as une bonne force de frappe, quand même. Ouais, je pense. Après, j'essaie d'utiliser mon besoin de dopamine à des fins utiles. Quand je scrolle, j'essaie de scroller sur des trucs intelligents, ou en tout cas qui me servent pour mon business. Et aussi l'instant gratification, tu vois, la gratification instantanée qui crée cette shot de dopamine, ça marche aussi pour l'argent. Donc, t'as des shots de dopamine aussi quand t'as des montants qui rentrent dans ton compte en banque, tu vois. Et donc aujourd'hui, tu m'as parlé des addictions. En fait, tu m'as parlé que tu as un profil addictif. C'est reconnu, c'est montré par les études que, en fait, tu as une corrélation même entre le quotient intellectuel. Bon, on peut dire le quotient intellectuel, c'est une métrique bien ou pas bien. En tout cas, il y a une corrélation entre le quotient intellectuel et les addictions. Et les hauts potentiels, souvent, c'est des profils très addictifs. Je savais pas. C'est hyper intéressant, ça.
Bah en fait, tu parlais de l'alcool. L'alcool souvent, c'est une manière de te rendre un peu plus bête pour que tu puisses partir, tu vois. Mais tu vois, moi je le sens trop quand j'ai mon attention qui est concentrée sur quelque chose, que ça repose mon cerveau, même si le quelque chose en soi c'est genre juste scroller comme ça, je sens que mon cerveau en fait ça le concentre et ça baisse un peu toutes les pensées que je peux avoir qui peuvent être hyper divergentes. Et c'est ce qu'on appelle, tu vois, l'hyperactivité, elle peut être physique, mais elle peut être aussi mentale. Ce qui fait que tu n'arrives pas à t'arrêter de penser, tu n'arrives pas à t'arrêter de... T'as le cerveau qui part toujours. Ouais. Moi, j'ai des stratégies et je me suis rendu compte avec le temps que toute ma vie, j'avais créé ce genre de stratégie. Et je vais donner un autre truc que j'ai jamais dit d'ailleurs. Mais quand j'étais à l'école, en fait, j'arrivais pas à aller à l'école. Genre, ça me faisait des crises d'angoisse. Et moi, j'ai une mère qui m'a toujours dit « T'inquiète, ma fille, tu peux ne pas aller à l'école, c'est pas grave. » Et donc, ma mère m'a laissé ne pas aller à l'école pendant très longtemps, tu vois. Parce que, pour moi, c'était trop dur de rester assise sur une chaise. Et après, quand j'ai grandi, je suis arrivée à la fac et ensuite en école d'ingé, qui coûte quand même assez cher. Et j'allais pas en amphi. Je demandais à mes potes de prendre mes polycopiés et je bossais chez moi de dingue. Donc, je prenais les polis, j'apprenais sur Internet. Vraiment, j'apprenais sur Internet des trucs que mon prof aurait pu me dire en amphi. Mais parce que c'était pas adapté à la manière dont moi j'apprenais. Je faisais tout sur Internet. Après, je revenais, je faisais mon devoir. Et puis, j'ai passé toutes mes études comme ça, à ne pas pouvoir poser mes fesses sur une chaise. Donc, ouais, ça, longtemps, je me suis dit que j'étais bizarre, je pense. Écoute, je vais peut-être te dire un truc qui va peut-être te rassurer. En tout cas, moi, ça m'a fait réfléchir. Donc, il y a un mec qui s'appelle Daniel Vassallo, je sais pas si tu as entendu parler, c'est un solopreneur américain qui fait pas mal de small bets, etc. Et il se trouve que de temps en temps, il écrit beaucoup sur la famille. Enfin, il écrit des trucs sur la famille. Tu sais, on a tous des side trucs. Toi, tu vois, parfois, je sais qu'à des moments, tu as écrit un peu sur l'école. Enfin, tu sais, on a tous. Moi, ça va être. Parfois, d'un coup, je vais parler de géopolitique internationale. Tout le monde est là, mais pourquoi tu parles de ça, mec? Et bref, lui, il a un truc. Alors qu'on sait tous que ta ligne éditoriale, c'est des enfants qui hurlent dans le train. On sait. De quoi? Alors qu'on sait tous que ta vraie ligne éditoriale, c'est les enfants qui hurlent dans le train. Oui, on le sait. Ça, c'est ta vraie ligne éditoriale. Non, mais pas du tout la géopolitique. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est des petits écarts de route que les gens retiennent, en fait, tu vois. Les gens qui parlent fort dans le train. C'est marrant que tu fais. Et Daniel Vassallo, il parle régulièrement de. Je sais pas, il a un sujet sur l'éducation, les enfants et. Notamment le fait qu'on drug the kids, tu vois. Selon lui, en fait, des trucs ancestraux qui étaient logiques, maintenant on prend ça pour des maladies. Et lui, il pense que ce qu'on appelle le TDAH, c'est juste le fait qu'on ait des enfants qui veulent courir. Tu sais, il y a 50 ans, 100 ans, les gamins, ils jouent au foot. Tu vois, nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils marchaient 24 000 pas par jour. Aujourd'hui, il faut nous dire, il faut 8 000. Eux, ils faisaient 24 000. Et en fait, c'est juste notre biologie qui nous dit, mais bouge. Et en fait, je pense pas qu'on ait un trouble là-dessus. D'ailleurs, quand tu disais, j'arrivais pas à mettre mon cul sur une chaise, mais en fait, est-ce que ce serait logique de mettre son cul sur une chaise 8 heures par jour? Tu vois, je pense pas que... Enfin, je pense que moi, j'avais du mal aussi, hein, mais je pense qu'il y a le TDAH, mais... C'est peut-être que ce qu'on appelle ça, c'est juste en fait qu'on n'est pas adapté au monde de vie moderne aussi. Au cadre qu'on est en train de créer. Alors, je suis d'accord sur ce que tu dis. Après, moi aussi, je pensais que c'était juste les gens qui manquaient d'attention ou manquaient de volonté qu'on diagnostiquait sur le trouble de l'attention. Il se trouve qu'il y a des études scientifiques qui montrent que dans ton cerveau, quand tu as cette neuroatypie, tu as des signaux qui sont différents que tous les autres. Voilà. Donc, il y a des choses scientifiques qui existent chez une certaine catégorie de personnes, et ça rend un enfant, ça fait qu'un enfant, pour lui, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans un cadre qu'un autre. Donc je suis d'accord que en fait, c'est la société dans laquelle on vit qui est assez encadrée. Pour que les parents puissent aller travailler, il faut bien que les enfants ils aillent à l'école, à partir de l'âge de 3 ans, puisque maintenant on n'a plus le droit de faire l'école à la maison. Donc en gros, pour que les parents puissent aller travailler, les parents mettent les enfants à l'école, et dans ce cadre-là, tous les enfants sont traités de la même manière, alors qu'il y en a certains pour qui c'est plus facile que d'autres pour qui c'est plus difficile. Et donc, je pense que le cadre aussi rigide, aussi strict pour un enfant n'est pas normal, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que certaines personnes, c'est plus facile ou plus dur pour elles. Bien sûr. D'ailleurs, non, mais c'est peut-être... On devait faire des business, on est parti... non, mais c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi le fait que certains soient plus, je vais utiliser un mot volontairement, un peu plus dociles sur ce qu'on leur dit de faire, qu'ils vont plus facilement aussi prendre le fait qu'on leur dit métro, boulot, défense, et peut-être que le fait qu'on soit moins adapté,
ça fait qu'on crée des gens plus résilients, plus révoltés et qui plus business aussi. Parce que moi, je te prends mon exemple à moi, mais je sais que toi, quand tu es arrivé, enfin, quand tu as créé ton business, tu sortais d'une expérience qui était un peu mitigée. Et est-ce que c'est pas aussi cette révolte, tu vois, qui nous donne la force, cette inadaptation, en fait, qui nous donne cette force d'aller de l'avant et créer des trucs un peu bizarres? En fait, je pense soit tu meurs, soit ceux qui survivent ont peut-être un peu plus soit d'armes déjà à la base pour survivre, soit, je crois pas que ce soit une histoire de volonté, je pense que c'est des ressources de l'éducation, etc. Mais oui, je sortais d'une expérience mitigée, mais des personnes qui avaient vécu exactement la même chose. Il y en a qui sont partis en burn-out, il y en a qui sont partis en dépression. Parce qu'en fait, on a vécu la même chose, on va dire. Donc, tu as un contexte difficile. Et à la ligne d'arrivée, t'as Nina Ramen qui a fait une boîte en 3 ans qui va faire 1 million d'euros. Et puis, tu as aussi d'autres personnes, en fait, qui ont mis 3 ans à se remettre de ce qu'on avait vécu, qui avaient fait des burn-out, qui avaient été écrasés psychologiquement et qui, du coup, ont très mal vécu, tu vois. Donc, toi, tu vois l'exemple de Nina Ramen, c'est le biais du survivant. Mais il y a aussi toutes les personnes. En fait, je pense que quand tu mets les gens dans des contextes difficiles, t'en as pour qui c'est simple. Mais en fait, les autres, du coup, les contextes difficiles créent aussi beaucoup de dégâts, quoi, tu vois. Mais oui, je pense. Et d'ailleurs, je pense que ce qui fait aussi que je pense que c'est plus simple, c'est que j'avais aussi plein de ressources. Enfin, tu vois, je veux dire, dans la vie, moi, si tu me demandais si je me sentais privilégiée, je me sens méga privilégiée dans la vie. Je pense que j'ai plein de ressources aussi. Et ça aide. Ouais, et tu as répondu aussi, quand je t'ai dit, est-ce que tout le monde peut devenir comme Nina Ramen, avoir le même succès, tu m'as répondu 0. Ouais, donc tu vois, tu es vraiment dans ce truc de... y a pas de... La méritocratie, ça n'existe pas, quoi. Ah ouais, moi, je suis... Alors, je crois très fort en la reproduction sociale, évidemment. Moi, je suis née, j'étais dyslexique. Enfin, je suis née. J'ai grandi plutôt, parce que quand tu es née, voilà. Mais tu sais, je confondais les P, les B et les D. J'avais une famille qui, heureusement, a pu m'envoyer chez l'orthophoniste. J'avais une famille qui pouvait m'aider, en fait, à écrire mieux et qui m'a... J'ai pu faire mes études. J'avais pas besoin de travailler pendant mes études, ce qui est genre méga rare, en fait. Tu vois, et consacrer tout ce temps libre où les gens ils travaillent pour payer leurs études et leur loyer à apprendre d'autres trucs, avoir des interactions sociales avec des personnes, etc. Et donc tout ça fait que je pense sincèrement que la réussite, là où j'en suis aujourd'hui, elle est peut-être, j'ai 1% de travail, mais il y a 99%. En fait, si j'avais pas réussi en tant qu'entrepreneur, j'aurais réussi en étant cadre, sup, j'aurais réussi en étant, tu vois, j'aurais réussi. En fait, j'aurais peut-être pas fait ce métier-là, tu vois, mais j'aurais réussi, j'aurais été CSP+, j'aurais gagné l'argent parce que je viens d'un environnement comme ça et que oui, il y a une reproduction sociale fort, quoi. La dernière question là-dessus, donc tu m'as dit qu'il y avait certaines choses que tu avais dit en ligne, que tu avais regretté très fort. Est-ce que tu veux me dire ce que c'est ou pas? Ouais, carrément. En fait, le jour où j'ai le plus ressenti de regret, mais rétrospectivement, tu vois, je le ressens plus du tout ce regret, mais la fois où j'ai le plus regretté, c'est vraiment quand j'avais posté une photo de moi. Ça n'a rien à voir, il y a 2 fois. Une fois, j'ai posté une photo de moi, j'étais enceinte. C'était en maillot de bain, je sais plus ce que c'était, et je me suis dit... En fait, à ce moment-là, j'assumais pas du tout la grossesse que ça peut faire sur ton corps. Tu vois, c'était genre, je me sentais pas bien dans mon corps. Et je sais pas, j'ai posté cette photo et franchement, je me suis sentie trop mal pendant 72 heures. Même une semaine après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? J'assume pas du tout. Alors que random, tu sais, genre, j'ai dit des trucs encore plus. J'ai dit des trucs méga violents. Je suis pas la personne la plus douce, mais ça, en fait, j'ai senti que j'avais dépassé des limites personnelles que je connaissais pas. Parce que j'avais pas exploré mes limites de ce que j'étais OK de poster ou pas. J'ai touché cette limite et je me suis sentie trop mal. Voilà, c'est trop bizarre. Il y en a d'autres, il y a d'autres choses? Et après, c'est pas un regret, mais c'est une vraie question que je me suis posée. C'est... Tu sais, moi, je parle beaucoup de ma maternité. Je parle beaucoup de ma relation avec Léon parce que je trouve qui est mon fils. Je trouve que c'est très important d'avoir d'autres discours que des discours idéalisés sur la maternité. Mais j'engage aussi... une personne qui n'est pas capable de décider et me dire je suis OK que tu partages ça dans ton histoire. Je suis quand même impliquée dans cette histoire, tu vois. Et mon fils, il n'a pas l'âge, en fait, de dire oui ou non. Et ça, je me suis quand même beaucoup posé la question parce que je trouve à la fois c'est génial et c'est ce que j'expliquerai à Léon quand il grandira. Dire, tu vois, en fait, la première cause de décès d'une femme après l'accouchement, c'est le suicide. OK. Donc... Parce qu'on renvoie toujours le fait qu'être une mère, t'es censée être heureuse et tout. Et donc, avoir des discours plus réalistes par rapport à la maternité, je me dis que ça déculpabilise plein de femmes. Donc, je le fais pour ça, mais parfois, je me pose la question de savoir si Léon, il sera content quand il aura
18 ans de savoir que cette partie de mon histoire a été partagée, même si c'est mon histoire, bah, ça le concerne, tu vois. C'est vraiment les deux sujets sur lesquels, tu vois, qui sont très intimes, très perso, Ouais. mais sur lesquels, tu vois, pour moi, c'est vraiment, ça touche à la limite de qu'est-ce que t'es OK de partager, tu vois. Sinon, tout le reste, Ok. rien à foutre. Ouais, non, je comprends. J'ai pas de commentaires là-dessus, merci. J'aurais pas du tout. Enfin, je savais pas du tout ce que tu allais me répondre là-dessus. Je te propose une deuxième partie de l'exercice sur l'utilité sur 10. Pardon, sur 10. Là, je vais plutôt te parler de business. Ouais. Retour au business. Et donc, je vais te donner des concepts et tu vas m'expliquer selon toi si c'est utile ou pas sur 10 pour un business comme le tien, ok? La presse, utile sur 10. 4. Passer dans des podcasts d'interview. Ouais, je mettrais 7, 8. Créer son propre podcast. 10. Faire de la vidéo. Je pense que tu peux réussir sans. Mais si tu le fais, c'est bien, quoi. Donc, faire de la vidéo, c'est-à-dire apprendre les compétences de montage vidéo? Bah non, parce que tu peux déléguer, mais je veux dire, mettre dans son arsenal de contenu de la vidéo. De soi, quoi. Hein, j'entends. 7, 6, 7. Ok. 6, 7. Se développer sur Insta en tant que business man. À quel point c'est utile pour ton business? Bah ouais. 3, 4. Écrire 2 fois par jour sur LinkedIn. 8. L'emailing. 10. Recruter des CDI. À quel point c'est utile? Ouais. 8. Le sport. 10. La beauté physique dans le business. C'est utile à 10 sur 10, ouais. Après, tout le monde ne part pas au même endroit. Hein. C'est le beauty privilege, tu vois. Ouais, en business. Bah oui, bien sûr. T'es un mec beau, blanc, cis, hétéro, t'auras plus de chances de réussir que si t'étais une meuf noire, grosse. Ouais, c'est sûr, parce qu'en fait, surtout quand tu fais de la vidéo, surtout quand t'es exposé. À partir du moment où en fait, t'es exposé à d'autres humains, t'as des privilèges en fait, qui rentrent en jeu, tu vois. Ok. On y reviendra. Vivre en France, utile pour le business. 3. Ok. Alors là, c'est pas utilité, je vais plutôt parler de l'impact. Ouais. L'impact des enfants dans la réussite du business. Dans la réussite ou dans l'échec? À 10. Ouais, donc ça veut dire avoir des enfants, c'est très une impactant. grosse variable. C'est Okay. très impactant, énormément. Ok. Ça dépend si t'es un mec ou de meuf, mais oui. Ouais. La question, être un homme ou une femme dans la réussite en business. L'impact que ça? Ouais, en variable. 10. 10? C'est un impact de ouf d'être soit un mec, soit une meuf. Donc comment t'expliques que 100% 90% des PDG du CAC 40 soient des mecs? Ouais, mais là je parle plutôt pour des business comme le tien. Tu vois, des PME, quoi, des petites PME internet, des freelances, tu vois. Ouais. 10, ok. Et dernière question un peu différente sur ça. Toi Bienvenue dans ce podcast sociologique. Vous pensiez écouter un podcast business. Attends, j'ai bien. Toi qui as accompagné beaucoup de gens, à quel point tu ressens le phénomène de la solitude du dirigeant pour les gens, les entrepreneurs? De moins en moins. Ok. De moins en moins. Je pense que je l'ai ressenti à 10. Ça dépend des années. 2024, je dirais, je la ressens à 6. 2023, je la sens à 10. La solitude. La tienne? Ouais, la mienne. Ok. Et là, pardon, en 2024, tu m'as dit? Là, je me sens moins seule. Ok. Donc, voilà, ça doit être 6. Mais je pense qu'en 2023, j'étais plutôt aux alentours de 8. Okay. Entre 8 et 10, quoi. Ok, donc je reviens sur ce que tu m'as dit. Créer son podcast, tu m'as dit 10. Ça m'a un peu surpris. Pourquoi tu l'as pas fait si c'est si important? C'est incroyable. Ah ouais? Ah ouais, je trouve que c'est génial. C'est un format long sur lequel tu as le temps de développer des idées. Je trouve que c'est
Enfin, c'est génial d'avoir son podcast. À chaque fois que je vais dans des podcasts, ça me rend trop heureuse parce que j'adore l'expérience. Je trouve que c'est une discussion hyper intéressante. Je trouve que c'est un prétexte génial pour parler avec des gens cool. Je trouve que c'est créer son média. C'est un média long où les gens ils t'entendent, t'es dans leurs oreilles pendant 1h30. Enfin, c'est une fenêtre incroyable. Et pourquoi je l'ai pas fait? Long term game. C'est très dur d'avoir un podcast. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ça demande... Moi, je me suis focus, je me suis dit, un canal, une idée, un produit, une cible, 1 million d'euros. Et tout ce qui a fait ça, je n'ai fait que ça pendant 3 ans. Je n'ai rien fait d'autre. Et un canal, bah, c'était LinkedIn et l'email. Tu vois, t'as un canal court qui est LinkedIn et un canal d'acquisition et un canal de nurturing qui était l'email. Et en fait, pour moi, je me suis dit, tout le reste est des focus. Donc, je fais que ça. Du coup, j'ai fait qu'un produit. Je fais que ça. Tu sais que ça, c'est en rencontrant plein de gens qui avaient fait du monoproduit où je me suis dit, tu sais, il y a des moments où je me suis dit, mais en fait, tout le monde se complique le truc, alors qu'en fait, parfois, il faut juste prendre un monoproduit et tu bourrines. Dès que tu as trouvé les trucs, tu bourrines et tu fais et ils ont tous le même système. T'as pas fait d'ads, eux, ils font de l'ads. Ouais, mais nous, on a de l'organique. Ouais. Bah justement, tiens, mais je te rajoute cette question. Utilité de l'ads pour des business comme le tien. Alors, utilité, je dirais 3, mais nous, on a l'organique, en fait. Ouais. Enfin, le game dans lequel on est, désolé pour les gens qui font des ads, mais le game de l'organique, il est incroyable. Donc, ça peut nous booster, tu vois, de faire des ads. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, évidemment que ça va servir, parce que ça va servir à renforcer ce qu'on a. Mais il y a des gens qui font de la formation en ligne, qui ont 0 organique et qui font full ads, et ils ont leur entonnoir, et ils vont hop, ads, hop, bim, tunnel, et puis à la fin, vente. Hein. C'est pas forcément mais ça. Je pointe une légère incohérence, si je peux me permettre, mais tu me dis faire de la vidéo, tu m'as fait 3, et tu m'as dit Instagram, je crois que tu m'as dit 3 ou 4. Pourtant, t'as mis des efforts sur Insta. Et attends, et à un moment, je me rappelle, tu parlais comme ça à la caméra, tout près, tu te rappelles, t'avais une sorte de nuisette ou je sais pas quoi, et tu parlais comme ça dans la caméra. Non, mais t'as essayé, quoi, tu voulais, quoi, à un moment, la vidéo. Ouais, j'ai essayé de ouf. C'est super dur, c'est dur. Après, Instagram, pour moi, tu vois, tu sais, je regarde les gens qui... Bah, d'ailleurs, c'est Alexandrina, je pense, que tu connais. Oui, tu l'as rencontrée, là, qui est dans le mastermind. Ce soir, tu vas la voir. Je vais la voir, mais j'ai hâte de lui parler, d'ailleurs, parce que elle est forte. Je la suis. Mais tu vois, typiquement, elle a posté quelque chose qui a confirmé une croyance que j'ai, qui est... j'ai posté à fond sur Insta, j'ai eu quelques leads, j'ai posté sur LinkedIn 2 fois par jour, je vais multiplier mon nombre de rendez-vous par 5, tu vois, genre. Mais tu sais qui lui a dit de faire ça? Bah, toi. Ouais. Oui, non, mais évidemment. Ouais. Mais donc, tu vois, en fait, je pense que avoir de la visibilité sur Instagram, c'est cool. Je dis pas que ça sert à rien, mais je dis que à choisir entre Instagram et LinkedIn, enfin, genre, LinkedIn, c'est un autre game. Et tous les gens aujourd'hui... moi, je sais que je suis une dinosaure de LinkedIn. Ça fait depuis que je suis recruteuse, 2016, 2018, que je poste sur LinkedIn. C'est un délire. Donc, ça fait longtemps. J'ai vu la naissance de Thibault Louis avant que ce soit le boss du Bossistan, quand même, tu vois. T'avais 1000 abonnés quand on s'est parlé la première fois, tu vois. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, personne n'était sur LinkedIn. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont sur les Instagram, même tout le milieu de l'infoprenariat, etc., tout le monde est en train d'arriver sur LinkedIn parce que tout le monde se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un canal qui est beaucoup plus puissant. Donc, je dis pas qu'Instagram ne sert à rien parce que tu as méta derrière, tu peux faire de la pub, tu peux faire du ciblage, tu peux faire un tunnel qui est beaucoup plus prédictible. Donc ça, je trouve que c'est beaucoup mieux pour ça. Mais LinkedIn reste quand même un endroit où tu as beaucoup d'opportunités qui peuvent pleuvoir, quoi. Et je dis pas ça pour prêcher pour moi. Non, mais je te demandais parce que t'as quand même... Parce que, attends, les gens qui savent pas, donc tu travailles avec une agence qui me semble que c'est l'agence personnelle. Alors, je vais peut-être le dire les confidentiels, je sais pas si tu les payes ou pas. Ou si oui, bien sûr, oui, je les paye, bien sûr. Parce que je me disais, t'as peut-être un deal... Non, depuis le jour 1, je les paye. Ok. Que je salue pour leur travail. Franchement, ils ont des perfs de ouf. Alors... Je sais pas si c'est avec tous les clients, mais en tout cas, ils ont fait des trucs que moi, j'ai pas compris en termes de perf, donc chapeau à eux. T'as quand même fait 2 vidéos à plus d'1 million. À un moment, là, il y a quelques semaines, je t'ai envoyé un message, j'ai vu une vidéo sur l'avion. D'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, je fais un peu le vantard parce que en fait, c'est un sujet que j'avais déjà utilisé et je me suis dit, est-ce que je l'ai inspiré ou est-ce qu'on a juste la même pensée? Je crois que tu avais dit,
Attends, oui, je me rappelle. Je t'avais dit, en gros, le boss ultime du game, il se met en business class et il arrive au dernier moment, c'est pas ça? Ah non, il reste assis dans la file. Non, je disais, il y a 3 catégories de personnes. Vraiment, dans l'avion. La première catégorie, c'est les gens, ils sont hyper stressés, ils viennent en avance. Ah oui. Ils sont là, ils en peuvent plus, ils sont au bout de leur life. Il faut se lever à 6h du mat pour le vol qui est genre à 13h. Ils en peuvent plus, ils stressent tout le monde en plus. Ils sont méga stressés. Et en fait, eux, dans l'avion, c'est eux qui se lèvent et qui se mettent en premier, alors que leur siège, il est attribué, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ils sont en premier, ils se lèvent en premier et tout. Bah, eux, c'est les gens qui sont stressés, tu vois. Après, t'as les gens, à l'inverse, qui sont trop à l'arrache, qui arrivent en retard, qui traversent l'aéroport en courant, et eux, ben, voilà... C'est des gens qui sont toujours en retard. Et t'as les optimisateurs. Eux, c'est qui sont là pile au bon moment, pile au bon endroit, qui ont timé tout leur trajet et qui savent qu'il faut embarquer genre 10 minutes avant et qui ont tout calculé. Voilà. Et en fait, c'est marrant parce que c'est des comportements sociaux. Et ce qui est trop drôle, c'est que les gens, ils sont tellement ragés en commentaire. Et c'est marrant parce que c'est surtout les gens qui étaient très stressés. Et tu sens à quel point c'est douloureux pour eux au quotidien. Tu sens à quel point ils se sont déjà fait engueuler par leurs proches parce qu'ils sont méga stressés. Et donc, du coup, ça crée un pain point. Les gens me disent, tu te rends pas compte, si t'arrives tard, tu peux pas mettre ta valise dans le porte-bagages. Ouais. Et Mais j'ai pas parlé de business class, je parlais juste de ça. Oui, mais parce que je pense qu'en fait, les gens s'énervent. Parce que toi, t'as été assez douce pour ne pas pousser la réflexion. Mais tu sais que tous ces trucs-là, et c'est horrible parce que c'est une vérité que les gens n'oseront jamais dire, mais tu sais que tu as ce genre de comportement. Moi, j'en parle. Alors, quand j'en parle, je me fais défoncer. C'est quand je parle de la vitesse à laquelle tu prends des décisions au restaurant. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que ça a été démontré par des études, ça s'appelle la neuroplasticité cérébrale. Et en fait, si tu pousses le truc, et ça rend les gens fous, mais là, tu l'as pas fait, c'est que tu as un rapport entre ton succès financier dans la vie et ce genre de choses. C'est-à-dire que si tu prends le mec qui arrive en avance, et le mec à l'arrache et le mec qui optimise, tu fais la moyenne des mecs, ils ont pas le même salaire, tu vois. Il y a une deuxième vidéo sur l'avion aussi, donc je spoil pas, mais si jamais. Mais ouais, tu vois, mais après, alors, tu vois, c'est intéressant parce que je vais t'expliquer pourquoi j'ai voulu développer Instagram. Peut-être que ça pourra te parler. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un business qui s'appelle Ramène ta fraise. On fait des bootcamps. Aujourd'hui, on en discutera peut-être, mais je suis CEO de cette boîte. Donc, j'interviens pas sur la livraison du produit. C'est un produit qui a plus de 9,5 de satisfaction sur 10. À chaque promo, on est 350 personnes. On a fait 10 bootcamps. Enfin, le truc, il est bien instauré, il est bien solide. Et aujourd'hui, il a pratiquement plus besoin de moi parce que j'ai une directrice des opérations qui gère ça. C'est qui ? Élise Murigny. Ah oui, ok. Qui est devenue associée de la boîte. Tu peux donner le deal ou c'est confidentiel ? C'est confidentiel. Ok. Du coup, Élise, voilà. Et de l'autre côté, au marketing, je suis encore un peu présente, mais grosso modo, j'ai 80% de mon marketing qui tourne sans moi. Donc moi, je suis dirigeante de cette boîte. J'ai une responsabilité qui est d'être la prise à laquelle on se branche quand on veut prendre de l'énergie. Je suis la manager, je donne la vision, etc. Ok. Mais je suis sortie de beaucoup de choses de créativité. Aujourd'hui, sur LinkedIn, je parle beaucoup de LinkedIn, de copywriting, de marketing, mais je suis une humaine qui aime parler d'autres choses aussi. Et donc, si tu veux, j'ai développé Instagram parce que ça me permettait d'avoir un autre espace de créativité. Et donc, on en parlera aussi si tu veux, mais en fait, le fait d'avoir monté une boîte aussi haut, c'était génial. C'est génial d'ailleurs, j'adore ce que je fais, j'adore plein d'aspects de ce que je fais, mais il y a aussi la partie qui va avec, c'est qu'un monoproduit, un seul canal, une seule cible, nous, on est des entrepreneurs et on aime bien découvrir des nouvelles choses, on aime bien tester. Et à partir du moment où il y a 30 personnes dans le bateau avec toi, où toi, t'es là, on y va, t'as un peu moins d'espace de créativité. Et j'avais besoin d'Instagram qui, pour moi, était devenu un espace de créativité. Et donc, j'avais besoin où je pouvais faire mes petits trucs, où ça impactait pas le nombre de leads, ça impactait pas les ventes, ça impactait rien. En fait, je pouvais raconter mes conneries, dire les gens dans l'avion, nanana. Ouais. Et en fait, tout le monde s'en fout parce que ça bouffe pas un post où on va parler du bootcamp, parce que ça bouffe pas un post où en fait on va changer de cible ou machin. En fait, ça vient pas déstabiliser la stratégie parce que j'ai un autre canal et je peux faire mes trucs. Et peut-être qu'un jour, tu vois, je développerai un business sur Instagram pour le coup. Et tu pourras me ressortir des vidéos. Nina, t'avais dit qu'Instagram c'était nul. Non. Et tu vois, pour moi, il y a vraiment ce truc-là. Ouais. Non, mais parce que j'y pense, en fait, tout à l'heure, je t'ai demandé, tu m'as dit oui, il faut pas. En fait, j'ai l'impression que tu as envie de t'amuser et garder cet espace de hobby, de créatif, mais tu veux pas y passer trop de temps pour pas te défocus. Parce que je donne mon intuition, tu vois, mais là, par exemple, quand je te dis créer son podcast, tu me dis 10 sur 10, et tu me dis donc c'est du temps long, et j'ai l'impression que tu es un peu comme moi, c'est que il y a un côté. Moi, je suis court-termiste, je l'assume, tu vois, et je manque de long-termisme.
mon long-termisme. Parce que chaque année, de toute façon, entre ce que je me dis le 1er janvier et le 31 décembre, tu vois, l'année dernière, je savais pas que j'allais avoir un studio de podcast, j'allais faire des masters, tu vois. Donc ça sert à rien d'être long-termiste pour l'instant, même si je... Mais c'est vrai que je te verrais bien quand même... si tu veux passer, tu vois, je pense, je te donne un conseil non sollicité, enfin une intuition non sollicitée. Mais pourquoi pas YouTube parce qu'en fait, je me dis deux trucs. Si tu veux, généralement, si tu veux justement libérer cette parole, bah, le podcast peut te permettre justement de mettre en lumière des gens. Et YouTube, tu vois, tu peux aussi aller chercher une audience que tu n'as pas actuellement sur du reportage, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais tu as peut-être la flemme aussi. J'ai pas la flemme, c'est que monter ce business aussi haut, en fait, ça m'a demandé une énergie de ouf. Ouais, Entre-temps, j'ai eu un enfant, accessoirement dans toute cette histoire, on va en reparler aussi. Mais en fait, moi, je pense que le succès vient du focus. Et le focus, c'est pas drôle. Moi, franchement, mon business Ramène ta fraise, il est génial, j'adore les personnes qui sont dedans, je m'éclate, mais c'est pas sexy. C'est pas sexy parce que tous les jours, je fais la même chose. Je suis pas là en train de lancer des nouveaux produits tous les jours, je suis pas là en train de tester des nouveaux trucs, je suis en train de faire juste le même geste infiniment. Je fais le même geste, ça fait 3 ans qu'on fait le même geste, ça fait 3 ans qu'on fait le même bootcamp. Ça fait 3 ans qu'on a optimisé notre geste du bootcamp qui est excellent. Vraiment, ce produit est excellent, mais parce que on a fait que ça. Et c'est comme, tu sais, les Japonais, c'est le fameux film, tu vois, où le mec, c'est un maître japonais, et puis en fait, il passe 10 ans à apprendre à cuire du riz, tu vois. Ouais. Et en fait, là, c'est la même chose. C'est que ça fait 3 ans qu'on fait ce produit, et c'est pas créatif. C'est faire la même chose tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Et ça, si tu veux, c'est pas sexy. C'est pas sexy. Les gens, ils aimeraient, ouais, ta stratégie, ton innovation, ton truc, ton machin. Non, en fait, ça fait 3 ans, je fais la même chose. Ça fait 3 ans que voilà, j'ai tout optimisé. Ok, c'est génial, ça existe. Mais du coup, la contrepartie de donc ça, c'est un énorme focus avec d'énormes résultats. Enfin, des résultats qui sont bons. Mais la contrepartie du focus, c'est que le moment où tu fais ça, c'est pas du moment où t'es ok d'explorer. On trouve des zones d'exploration, on trouve des zones de créativité dans le focus. Donc, on a quand même des zones de créativité. Mais je peux pas me lever un matin et dire les gars, vous savez quoi, j'ai une trop bonne idée, je vais faire un podcast parce que j'ai 10 personnes dans le bateau avec moi, tu vois. Enfin, 10 personnes plus des freelances, tu vois. Mais je peux pas me lever un matin et le temps de Nina, le temps de parole de Nina, le temps de bande passante marketing de Nina, il est précieux pour la boîte, tu vois. Et j'ai bossé dans 2 boîtes en tant que salarié avec 2 CEO forts, tu vois. Et notamment l'école du recrutement Laurent Brois, j'étais sales, mais quand il prenait la parole, au commercial, on avait masse de leads. Et Laurent, il arrêtait de prendre la parole où il parlait d'autre chose, je sais pas quoi, on n'avait plus de lead, tu vois. Ah ouais ? Bah ouais. Et tu vois, l'impact que ta parole, elle a après quand t'es CEO, sur ton équipe sales, sur ton équipe market, etc. Et même ton temps, en fait. Ton temps que tu vas passer sur tes équipes, est-ce que tu veux le passer sur tes équipes, à driver les gens, à faire en sorte que tout le monde soit dans le bateau ? Tu peux pas dire les gens, allez là-bas, voilà, et moi je vais faire ça, tu vois. Et c'est pas cohérent, tu vois. Les gens, ils ont besoin que tu sois dans le bateau avec eux. Et c'est super dur, en fait, de faire les deux en même temps. Enfin, désolé, je vais faire un long monologue, mais c'est vraiment ce que j'ai appris. Mais c'est très important, je pense. Tu as dit une phrase quand tu me dis le focus, c'est pas drôle. Mais ça, je pense que c'est important que tu leur dises dans le mastermind, c'est-à-dire que je pense qu'ils se rendent pas compte, certains, de ce que ça implique, en fait, de passer à 700 cas par an ou... Tu vois, de 200... En fait, 200 cas, bon, tu vois, je sais que t'aimes pas quand je dis ça, mais... disons que pour quelqu'un qui a vraiment galère, on va dire 50 cas par an, tu vois. Je pense que c'est possible si la personne vraiment, elle est disciplinée, etc. Je pense quelqu'un, tu vois, qui a fait, je peux dire des études, mais quelqu'un qui est dans le bon écosystème, qui a les bonnes skills, 200 cas par an, au bout de 2-3 ans, c'est pas impossible. Tu vois, aux États-Unis, et aux États-Unis, c'est rien, tu vois. Oui, c'est clair. À Miami, t'es. Oui, moi, ça me semble pas. Mais par contre, ce gap entre 200 et 500 ou 200 et 1 million, je pense que les gens sous-estiment en fait ce que ça demande comme focus, tu vois. C'est la différence entre faire du sport 3 fois par semaine comme je peux faire et être sportif de haut niveau. Sportif de haut niveau, c'est pas drôle. Le matin, tu te lèves, tu bouffes des protéines, tu bouffes ton fromage blanc là. À midi, tu manges protéines, légumes, un peu de féculents, et puis le soir, tu fais pareil, tu vois. Et puis t'es pas là en train de bouffer des pizzas et des burgers, quoi. Ouais. Même si c'est trop bien fait, on adore les pizzas et les burgers. Et de temps en temps, tu vas faire des pizzas et des burgers, tu vois. Mais t'es focus sur ton marathon que tu vas faire dans 3 mois. Et moi, pendant 3 ans, sportif de haut niveau, quoi. Vraiment, ok, on fait que ça. Et ça a été parfois une pédagogie à avoir dans l'équipe.
Alors, Élise, mon associée, elle est comme moi, donc on se ressemble beaucoup sur ça. On est très différents sur plein d'autres choses. Mais sur ça, on se ressemble. Mais notamment dans l'équipe marketing, qui sont des gens créatifs. Ils ont envie de créer des nouveaux trucs, ils ont envie de faire des podcasts, ils ont envie de faire des nouveaux trucs. Et j'ai dû beaucoup faire ça et lutter contre moi-même pour pas partir dans la divergence et expliquer, créer un cadre. Et OK, voilà le cadre et voilà dans quoi on peut s'éclater. Et par contre, maintenant, ce qu'on fait, on s'éclate. Quand on fait des posts LinkedIn, on s'éclate de ouf. Quand on fait des emails, on s'éclate de ouf. Quand on fait des lives, des conférences, on s'éclate. On trouve de la créativité dans notre cadre. Mais si tu commences à dire, je vais construire une brique à droite, une brique à gauche, une brique au milieu, bah en fait, au bout d'un moment, ta maison, elle grandit beaucoup moins vite que si tu mets toutes les briques au même endroit. Tu vois. Je vais te poser, justement, on va soulever le capot de ton business pour vraiment comprendre. Ça, t'en parles jamais. Je t'en parlerai après. J'ai l'impression que tu fais pas de post très technique sur le business, mais en même temps, tu vends pas du business, tu vends de la prise de parole et visibilité. Mais j'ai quand même un truc qui m'a un peu surpris. Parce que je sais que tu avais parlé à plusieurs reprises du rapport au corps, du rapport. Tu sais, tu m'as dit les femmes, tu m'as dit en filigrane, elles se suicident. Donc ça veut dire, tu vois, le rapport au corps, le rapport à la beauté. Donc je te dis l'importance du physique, de la beauté dans le business. Tu m'as dit 10. C'est quand même, ça veut dire que tu vois, c'est presque quand si on disait un tel il réussit parce qu'il est beau gosse. Si c'est du 10 sur 10, ça veut dire que c'est déterminant. Ça veut dire que si quelqu'un il est vilain, il peut pas réussir, tu vois. Enfin, je te questionne, c'est juste que j'ai un point, j'aimerais comprendre en fait où t'en es là-dessus, tu vois, à quel point, si t'as peut-être des exemples, parce que j'ai trouvé que 10 c'était beaucoup, tu vois, sur... Les gens qui ont ce privilège de la beauté, ils n'aiment pas qu'on dise que ça a 10 sur 10 d'impact parce que ça enlèverait leur mérite. Donc, du coup, c'est désagréable quand on te dit, bah oui, si t'en es là, c'est quand même peut-être en grande partie parce que t'es beau, parce que t'es au bon endroit, etc. Donc, à chaque fois, reconnaître ces privilèges, c'est pas un coup neutre pour les gens qui les ont. Parce que, en fait, eux, ils entendent quand on leur dit, t'en es là parce que t'es au bon endroit, avec le bon sexe, avec la bonne identification et la bonne orientation sexuelle, ils ressentent ça comme... Du coup, oui, c'est que grâce à ça, et puis en fait, ça leur enlève du mérite. Et peut-être que c'est en partie vrai, mais ce que je veux dire au travers de ça, c'est que oui, effectivement, je pense que quand t'es beau, de la même manière que quand je pense que t'es blanc, et de la même manière que quand je pense que t'es un homme, c'est plus facile de réussir. Parce que, à partir du moment où tu mets une personne dans ces codes-là, on a beaucoup plus de rôle modèle. La confiance de la manière dont on la crée, elle est beaucoup plus socialement créée, qu'on t'a jamais refusé un appart, un logement, quoi que ce soit, ou un travail parce que t'es un mec ou que t'es beau, tu vois. Donc voilà. Alors que je pense effectivement que quand t'es pas beau, t'as plein de problèmes, plein de choses qui te sont refusées. Et ça, oui, je peux te donner des exemples. Il y a un truc qui s'appelle beauty privilege. Je pense que il y a ça. Il y a aussi le fait que les gens beaux, on les met devant dans les restos, tu vois. Enfin, je veux dire, alors c'est tout con, tu vois, vraiment niveau basique du truc. Les hôtesses, quoi. Mais tu vois, les hôtesses, voilà, les gens beaux, en fait, ils vont plus facilement. Et puis pareil, les gens qui sont minces, qui sont fit, tu vois, déjà, c'est considéré comme étant un critère de beauté. Et d'ailleurs, les gens gros, de la grossophobie, c'est de se dire que les gens qui sont gros, c'est de leur faute, parce qu'ils sont fainéants, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, parce qu'ils n'ont pas de volonté. Tu vois, un peu c'est marrant, ça rejoint un peu la conversation qu'on a eue tout à l'heure. Moi, je me suis fait traiter de grossophobe parce que je mets des photos de moi au sport. Non, mais ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pour rigoler. Moi, ça me fait rire. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tout ce qui est associé au fait d'être gros, c'est la paresse, c'est tout ça. Et c'est ça qui va créer, en fait, de la discrimination, de l'échec, qui va augmenter, en fait, tous ces biais qu'on peut avoir envers les gens gros. Et c'est très dur de déconstruire tout ça, tu vois. Mais juste le reconnaître et dire que oui, c'est un peu plus simple et c'est OK, tu vois. Et ça veut pas dire que t'as pas travaillé, que ce que tu fais c'est pas stylé. Et juste reconnaître ses privilèges, c'est cool. Au même titre que moi, je reconnais mes privilèges. Alors, j'ai beau être une femme et pas être blanche, mais j'ai quand même grandi dans un milieu bourgeois avec de l'argent et ça reste un privilège, tu vois. Et je suis très OK de dire que j'ai grandi dans un milieu plutôt favorisé et du coup aujourd'hui le privilège que j'en ai c'est d'en être là aujourd'hui, tu vois. Après j'aurais pu avoir encore plus de privilèges mais je trouve qu'ils sont déjà pas mal, tu vois. Non mais j'entends. Podcast sociologie. Non mais c'est intéressant parce que justement la beauté est un privilège et tu vois
il y a plein d'autres privilèges, mais c'est juste sur la beauté, en fait, quand tu m'as dit 10, je me suis dit, ça veut dire que c'est 10, ça veut dire que c'est décisif, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, alors que tu me parlais CEO du CAC 40, bon, je vais pas en citer, mais c'est pas tous des playboys, tu vois. Et ce serait même dommage, parce que si on dit que c'est 10, ça pourrait dire, si vous considérez pas beau, ou si vous êtes en surpoids ou autre, essayez même pas, en fait, tu vois. Okay. Non, alors en fait, oui, ok, je comprends. En fait, c'est pas parce que ce déterminisme il existe qu'il faut rien faire. Tu vois, moi par exemple, sinon je te dirais, ok, t'es une femme, prends pas la parole. De toute façon, les meufs, elles ont plus de haters, elles ont plus de galères. C'est juste de se dire, ok, ce truc-là existe, venez, on essaye déjà de ceux qui sont dans le camp des dominants, d'expliquer un peu ce qu'on vit et dire, ok les gars, venez, éduquez-vous de votre côté, tu vois. Typiquement, les hommes, ils peuvent très bien avoir un rôle là-dedans, tu vois. Enfin, là, je parle de femmes-hommes parce que c'est plus mon sujet, tu vois. Mais déjà, nommer ce qui se passe, c'est déjà pas mal. Ça veut pas dire qu'on va le subir, c'est-à-dire qu'on va le nommer, que ça existe. Déjà, si tout le monde est d'accord avec ça, on en parle sur de bonnes bases. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Typiquement, ramène ta fraise, on essaie de créer ce qu'on pense être le mieux pour réussir pour une femme à prendre la parole. Alors qu'on sait qu'elles font couper la parole 2 fois plus souvent, alors qu'on sait qu'elles ont plus de syndrome d'imposteur, alors qu'on sait tout ça. Et parce qu'on sait tout ça, on a créé un écosystème qui est parfaitement adapté à tous tes syndromes d'imposteur, à tous tes trucs, à toutes les meufs, et on va essayer de les faire grandir et de les faire aller au mieux de ce qu'on peut. Mais ça, c'est un changement à l'échelle individuelle. En fait, je pense qu'il faut que les changements se fassent à l'échelle individuelle, où les gens, ils essaient de faire le mieux de ce qu'ils peuvent. Mais tu peux pas dire aux gens, si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute, tu vois, parce que 100% de quelqu'un qui échoue ne peut pas être de sa faute. 100% des gens qui galèrent et qui sont pauvres aujourd'hui et qui sont dans la galère au quotidien, tu peux pas dire que c'est de votre faute parce que les gars, vous travaillez pas. Tu vois. Donc, tu vois, c'est ça, en fait, je pense, le curseur. De se dire, autant on peut pas dire aux gens qui réussissent, les gars, bravo, 100% grâce à vous, etc. Au même titre qu'on peut pas dire aux gens qui réussissent pas, les gars, c'est 100% c'est à cause de vous, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça. Je pense qu'il faut. Moi, j'ai tendance à penser le monde en système et dans quel contexte on met les gens pour qu'ils réussissent, plutôt que de se dire le pouvoir de l'individu, il est plus fort que le système. Moi, je pense que le système est plus fort que l'individu, tu vois, et que s'émanciper d'un système, c'est hyper difficile. Ouais, j'entends. Et parce qu'il y a des privilèges ou des, enfin, je sais pas, par exemple, tu as des attributs hommes-femmes. Bon, alors aujourd'hui, on te dirait non, mais c'est binaire, c'est-à-dire que tu peux pas être à 20% un homme et 80% une femme, tu vois. Enfin, on pourrait dire, mais je veux dire, c'est que biologiquement, tu as des chromosomes, enfin, c'est l'un ou l'autre. C'est la différence entre le sexe et le genre. En fait, tu peux être, tu peux être du même sexe que ton genre peut être similaire à ton sexe, qui est cis, et ou pas, ou t'es trans, quoi. Ok, ouais. Ce que je veux dire, c'est que Fais gaffe, Thibaut. Non, mais parce que oui, ça se discute, mais partons du principe biologique. Oui. Dans tes chromosomes, c'est l'un ou l'autre, tu vois. Sexe, oui. Et alors que la beauté, par exemple, c'est quelque chose qui peut être subjectif, même si les études montrent qu'il y a des traits universels, tu vois, de symétrie du visage ou autre, de taille. Tu vois, les gens ils préfèrent des gens minces, grands. Il y a des gens qui ont des os plus fins, etc. Mais ça se travaille aussi. Tu vois, c'est quelque chose. Dans le sens je sais pas, t'es jamais arrivé de voir des gens et tu te dis cette personne putain en 10 ans elle a vachement foupe, et d'autres personnes qui tu te dis putain mais elle fait du sport, elle mange bien, ça fait 3 ans, et tu vois la trend aussi, tu vois. Alors là où t'as raison, c'est que ça se travaille, et quelqu'un qui part avec une biologie, un terrain moins favorable, il va devoir travailler plus. Donc le temps que moi je vais passer à perdre 10 kilos, à faire du sport tous les jours, à manger sainement, c'est du travail. Et donc, c'est ce travail-là que je ne vais pas utiliser à faire des business à 1 million, etc. Et donc ça reste un privilège. Parce que, typiquement, moi, tu vois, je vois si je veux me nourrir correctement, si je veux m'alimenter bien, si je veux faire du sport, je suis tendance à grossir, etc. Bon, voilà, c'est ma génétique, etc. L'argent que ça me coûte, le temps que ça me coûte et l'énergie que ça me coûte, si je mettais toute cette énergie dans mon business, t'inquiète qu'on serait à 10 millions, là. Hein. Vraiment, hein. Vraiment, c'est un délire. Ouais. Et donc, tu vois bien que... Au travers de ça, ce que je veux t'expliquer, c'est que même, oui, tu peux t'améliorer, mais l'énergie que tu vas y passer, en fait, c'est pas gratuit, tu vois. Et cette énergie-là, ça veut dire que potentiellement, quelqu'un qui n'a pas ce contexte-là de base, il la passe à faire autre chose, tu vois. Ouais, c'est marrant, je vais te parler de 2 personnes. Alors, je sais pas si tu les connais. Donc, c'est 2 femmes avec qui j'ai travaillé. Donc, il y en a une, la première s'appelle Lilia Maximchuk. Je sais pas si ça te parle, ça te dit rien.
Elle est très jeune, hein. Elle a 22. Tu vois, les personal shopper. Ah, les personal shopper. Oui. Ouais, je vois qui c'est. Tu sais, c'est une grande blonde qu'elle a travaillé avec des amis à toi, d'ailleurs. Oui, je vois qui c'est. Et un jour, elle m'a dit, mais Thibaut, pourquoi tous ces gens-là, ces entrepreneurs, etc., parce qu'elle les voit, en fait, elle découvre ce monde, tu vois, elle vient de finir ses études et tout, et elle me dit pourquoi tous ces gens ont abandonné, tu vois. Elle voit un truc d'extérieur, elle me dit pourquoi tous ces gens, ils ont abandonné. Leur physique, tu veux dire? Ouais, leur physique, leurs habits. C'est dur. Ouais, mais c'est presque comme un enfant qui parle, qui arrive dans une cour et qui dit pourquoi, tu vois. Et elle me dit mais pourquoi ils sont abandonnés, c'est tous ces gens. Et en fait, les gens qui travaillent avec elle, ils disent oui, j'ai abandonné, tu vois. Genre, je suis plus dans le game, quoi. J'essaie plus. Alors quand t'en as qui sont en couple, bon bah on peut dire bon bah ils sont déjà settle, tu vois. Mais quand il y en a qui sont célibataires ou divorcés, là tu dis putain dur, quoi. Et la deuxième, c'était parce que tu m'as parlé d'un autre truc vachement intéressant. Ça, je sais pas ça me donne des idées, mais la beauté, le temps que tu passes à te pimper, etc. et à faire du sport. Ça, c'est Wipeng Morter qui m'en a parlé. Alors, je pense que tu connais peut-être la marque et pas la dirigeante. C'est une marque de culottes menstruelles qui s'appelle Réjeanne. Ouais, je connais. Tu connais ? Ok, bon, bah, j'ai travaillé avec la cofondatrice qui s'appelle Wipeng. Et un jour, elle m'a dit en fait, je m'identifie pas du tout à Beyoncé et Jennifer Lopez parce que elles ont pas. Tu vois, elles se font masser tous les jours. Il y a des gens qui sont aux petits soins pour elles. Et elle me dit, je peux pas me dire, elle a 50 ans, elle ressemble à ça. Et du coup, je suis pas dans sa réalité, quoi. Tu vois, je vais c'est hyper violent, ouais. C'est hyper violent. Ouais. C'est hyper violent et... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Bah, déjà, les femmes, dans leur vie, passent plus de temps à se faire belle. Tu vois, tu prends un date... le date n'a pas le même coût. Heureusement que les mecs ils payent les dates en fait, parce que c'est la base, tu vois. Parce qu'en fait le coût d'un date pour une meuf, c'est un délire. Parce que la meuf, faut qu'elle soit plus, elle va se pimper plus, même si le mec il met une belle chemise, allez ça y est, il sera magnifique. Ok, ça, j'ai déjà le bout de bout, tu vois. La meuf, faut qu'elle se pimpe, qu'elle fasse s'habille, elle se maquille, elle se coiffe. Elle va venir, ok. Mais en plus de ça, quand elle va repartir, il va être minuit, 2h du mat. Elle va rentrer quoi ? Elle va rentrer toute seule. Elle va marcher dans la rue. Bah non, en fait, à Paris, tu rentres pas. Oui, parce que t'habites en France. Ouais, voilà, tu vois, bah, peut-être. Mais ici, en tout cas, c'est différent. En tout cas, tu vas prendre le taxi. Donc, du coup, déjà, tout ça, le coût de tout ça, du temps que tu as passé. Parce que le temps que t'as passé, c'est une heure de préparer, c'est le temps que tu pas passé à faire des millis, là. Tu vois ? À faire quoi ? À faire des millis. Oui. À faire des millions. Non, mais j'exagère, tu vois. Non, mais si le coût du maquillage. Le coût, mais exactement, tu vois. Et le temps de tes cheveux, de l'épilation. Enfin, tu vois, tout ça. Ça devrait, moi je pense qu'il devrait y avoir une taxe pour les mecs pour le travail qu'on fournit. C'est du travail, pardon, c'est vrai. Et c'est du travail qu'on donne pour nous divertir le monde de notre présence sexy. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Mais c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Et pour que ce soit acceptable, en fait. Parce que si t'es pas comme ça... il y a plein de conséquences que tu n'as pas envie d'assumer. Donc, il faut éduquer une société à accepter les femmes à être plus comme elles sont et peut-être changer des standards. Tu vois, peut-être arrêter d'associer le fait d'être en bonne santé à être mince et à être fit. Peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui n'ont pas ce standard-là de corps, etc., et que c'est OK aussi, tu vois, qui font pas du 36 et que c'est OK aussi. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que oui, ça coûte énormément. Et tout ça, c'est des coûts cachés, tu vois, vraiment du fait d'être une femme. Et donc, c'est pour ça que le date, heureusement que les mecs, ils payent le date, en fait, parce que sinon, vraiment, ce serait perdant dans tous les sens, quoi. Ouais. Mais en fait, j'ai déjà entendu, j'ai vu une vidéo sur cette... c'était une fille qui disait ouais attends, t'as vu le coup de mes crèmes, heureusement que le mec il paye et tout. Et en fait je m'étais dit c'est une bonne perspective, tu vois. En fait c'est pas tant le coup des crèmes, même si franchement j'ai vu, il y a une, non je sais pas si c'était la marque, si je peux citer la marque, allez, s'appelle Cible Skin. Putain, j'ai vu les coûts des cosmétiques. Si les cosmétiques sont bien, c'est ouf. Mais t'as des crèmes à 200 balles. Et elles sont toutes petites. Les crèmes de la mer, c'est ça, c'est un délire. Mais je comprends pas. Ouais, mais ça je. Moi, j'ai bossé dans les cosmétiques. C'est beaucoup d'eau. Et je te rejoins sur le mais moi, à la limite, c'est pas une question, une crème à 200 balles, ça va rien me faire. Mais par contre, quand je vois le temps
Parce qu'en plus, les mecs le savent pas, ça. Ils savent qu'elles se pimpent, mais ils savent pas combien de temps ça leur prend. Mais parfois, c'est 3 heures. Waouh. Mais cumulé, en fait, parce que parfois, tu prends pas 3 heures à aller à ton date, mais c'est 3 heures, genre, dans ton mois que t'as passé, ou 4 heures ou 5 heures, dans ton mois, à t'occuper de ton corps et de ton physique, tu vois, dans l'objectif de se dire. Et il y a aussi autre chose qui est intéressante, c'est que, tu vois, tu parlais de crème à 200 €. Pourquoi on arrive à vendre des crèmes à 200 €? Tu me demandes à moi? Parce qu'on... tu peux répondre si tu veux. Mais on arrive à vendre ces crèmes à 200 € à ces meufs parce que, la peur qu'elles ont de vieillir, elle est tellement forte. Oui. Et le pain, et tu sais que tu vends à la hauteur du pain, tu vois, de la douleur que tu vends. Et là, on vend du Doliprane. Hein. On vend vraiment pas des vitamines. Hein. On vend du Doliprane, c'est-à-dire ton pain, ta douleur est tellement forte de vieillir parce que les femmes vieilles, âgées, ridées ne sont pas considérées à la même valeur dans la société, tu vois. Je vous invite à lire le bouquin de Mona Choula qui s'appelle Sorcière. Mais comme t'as pas la même valeur si t'es vieille que si t'es jeune, en fait, tu vas essayer de ralentir tout ça. Et c'est aussi tout ça qui entretient si on acceptait qu'une femme soit vieille et qu'elle ait des rides, t'inquiète, il y aurait plus de marché pour les crèmes à 200 balles. Hein. Ouais. Alors là, on arrive sur deux sujets où je suis pas spécialement maîtrise. Déjà les cosmétiques, donc recentrons-nous si tu veux. Mais mais c'est vachement intéressant. Le fait que j'ai bien aimé ta perspective sur le date. Je trouve ça d'ailleurs super intéressant. C'est toujours intéressant d'avoir les perspectives de personnes qui se disent féministes sur des questions sociétales hommes-femmes. Parce que, en fait, t'as deux personnes qui peuvent se dire « Non, moi, je suis la plus féministe de toutes ». Et en fait, elles vont avoir deux opinions opposées sur un truc. En fait, la question, souvent, c'est de voir le raisonnement. Et là, tu m'as parlé d'un truc vachement intéressant. C'est heureusement que les mecs, ils payent au date. Et ce qui pourrait peut-être choquer certaines femmes qui se disent féministes. Oui. Pour d'autres raisons, parce qu'elles se diraient « Attends, mais je gagne la même chose que lui. » ou alors, tu vois, et pour dire, c'est un symbole de soumission. Tu vois, mais je discute pas. À ton avis, je paye le date ou pas? On peut encore. Toi, évidemment que tu payes le date. Pourquoi? Mais ça se voit. Je te dis, je lis tes posts. Il y a 80% de tes posts auxquels je suis pas d'accord. Évidemment que tu payes, à part payer le date peut-être. Sur quoi? 80% des posts, t'es pas d'accord? Il y a plein de posts où on n'est pas d'accord, à part ceux où tu parles business. Mais parfois, tu sais, j'ai des posts, je me dis, tiens, je vais faire le post inverse. Et je fais le post inverse. Tu sais, je me suis dit que demain, pour la présentation, je me suis dit que j'allais essayer de retrouver des posts où on dit les opposés. Mais ça peut, avec moi? Mais ça peut être avec intéressant. Toi, et tu vois, voir à quel point, et justement, ça c'est une perspective parce qu'il y a plein de gens qui me posent la question, et notamment une journaliste qui m'avait contactée et qui m'a dit est-ce que tu as le contact de Thibault Louis et tout? Je dis oui, je le connais, je lui parle régulièrement. Et elle me dit je t'avais envoyé, je te l'avais envoyé. Et elle me disait oui, parce que vous êtes quand même très différents et tout. Et c'est vrai que on est très, très opposés sur plein de choses. Même que moi, j'ai des clientes qui viennent voir et qui me disent mais tu parles à Thibault Louis, tu fais partie des personnes de ton entourage parce que vous êtes très différents sur plein de sujets. Ouais. Je dis oui, mais on connaît nos sujets de différence et on a des débats régulièrement. Enfin, t'as des débats avec moi et après, moi, je dors. Quand on part en message, après, moi, je dis ok, c'est bon, ça y est, ciao. Je veux pas parler de féminisme, tu vois. Mais je te parle rarement je débat pas trop avec eux. Chaque conversation qu'on a, à un moment, on parle de ça. Mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est qu'on a plein d'opinions différentes, mais on se parle, on discute et on échange. Ouais. Voilà, ça. Et ça, j'invite toutes les personnes à au moins discuter, tu vois. Ouais, alors, très différent, ouais. J'avais pas opposé, parce que si c'était opposé, sachant que tu dis que t'es à l'extrême féministe, ça veut dire que moi, je serais à l'autre extrême, ce que je pense qui est pas du tout vrai. Notamment parce que j'ai accompagné énormément de femmes, tu vois, à s'émanciper financièrement quand même. Je suis pas sexiste, j'ai des amis de femmes. Non, mais j'ai des clients de femmes. Non, mais ça n'a rien à voir. Écoute, j'ai un truc, moi quand les gens me parlent de ça, ils me disent est-ce que t'es féministe ou pas, je dis déjà, j'aime pas les labels, mais par contre, je me dis ok, le jour où tu auras accompagné 300 femmes à s'émanciper financièrement, à gagner plus d'oseille, reviens me voir et on discute, tu vois. Non, mais ça c'est cool. Moi, parce que je pense qu'en fait, je parle parce que moi, ceux qui me fatiguent le plus, c'est les autoprogrammés écolos. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'on se mesure. En fait, on mesure son impact aux choses qu'on fait et pas à ce qu'on se dit et avec des emojis arbres, tu vois. C'est pas un sujet sur lequel j'interviens parce que c'est un sujet aussi qui est très polémique. C'est pas du tout le mien, mais c'est forcément un sujet parce que quand moi, j'ai pas 50%, j'ai 45% de clients femmes.
Bah, forcément, à un moment, tu peux pas traiter les gens exactement de la même façon tout le temps, tu vois. Il y a des différences. Donc, voilà. Et puis, bon, je suis un citoyen, tu vois, donc mais... T'as mais des avis politiques, c'est normal. Politique au sens de l'organisation de la vie de la cité, tu vois. Ouais, bah, j'ai des opinions. Là où je pense, je navigue, où c'est pas facile, c'est moins facile de me cerner, c'est que je suis pas idéologique. C'est-à-dire dans le sens où j'ai pas besoin que sur tous les avis, toutes mes opinions soient liées par un bloc style, tu sais, quand les gens, parce que souvent, quelqu'un qui va être de tel parti politique, toutes ses opinions vont être les mêmes que leurs copains, mais parce que leur parti leur a dit de penser comme ça, souvent, tu vois. Et moi, je me retrouve pas dans plein de trucs. Donc parfois, les gens, ils essaient de me mettre dans des cases, mais c'est pas... Souvent, je leur dis, qu'est-ce que tu parles politique, ils fatiguent les politiques. Bref. Il y a plein de mecs d'ailleurs qui se disent pas féministes, qui pourtant soutiennent la cause, mais qui se disent alliés, tu vois. Donc, tu vois, il y a plein de nuances, en fait, dans la manière de se positionner en tant qu'homme dans le combat sur le féminisme. Ouais. Et je pense que c'est pas parce qu'on est un homme qu'on est... Effectivement, t'as raison. Je pense que les hommes sont autant impliqués que les femmes c'est quand même 50% et un dieu de la planète. Et que, accessoirement, pour résoudre ce problème qu'on a, si on avait un peu d'aide des mecs, ça peut être cool aussi, tu vois. Je suis d'accord. Et tu vois, aider ne veut pas dire s'approprier, etc. Et il y a plein de manières, de nuances de faire. Et moi, je pense vraiment qu'il y a largement de la place pour des voix. Tu vois, il y a un mec sur LinkedIn que j'aime bien qui s'appelle Sébastien Garcin, qui fait ça super bien, qui a même une newsletter sur le sujet. Et c'est comment on peut être un bon allié. Tu vois, il y a un autre mec aussi que j'aime bien qui s'appelle Axel Latuada, qui est un humoriste, okay. pour le coup pas du tout sur LinkedIn, mais Sébastien Garcin sur LinkedIn. Et tu vois, la question c'est quelle est la place et la position qu'on peut prendre d'allié. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. Ouais. J'entends. Juste sur ça, ce que je veux dire, c'est bien, en fait, dissocier le discours et les actions. C'est-à-dire que je trouve que c'est facile. Moi, je pourrais dire je suis féministe, tu vois. Mais derrière, en fait, moi, ce qui m'intéresse quand les gens disent je suis féministe, je suis militant environnemental et tout, c'est ok, tu te dis ça. Et donc, du coup, en disant ça, souvent, ça veut dire je le suis plus que toi, tu vois. Et moi, ce que j'aimerais faire, c'est limite, on fait une grille, on voit les actions et en fait, on voit à la fin, finalement, je dis c'est facile de se mettre un label, tu vois, pour un gars qui va se dire allié ou je sais pas quoi. Mais concrètement, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Ouais, et après, tu sais que je suis aussi anti-virtue signaling. Je peux pas blairer les gens qui disent moi je suis ci, moi je suis ça. Parce que souvent, c'est une manière en fait de se protéger. De dire, non mais moi je suis compliant, tu vois. Et souvent derrière, t'en as des bons cinglés. Ça, je sais pas, le virtue signaling, ça a jamais été un truc qui m'a trigger. Enfin, j'ai jamais des gens qui se disent alliés ou féministes. Bah, voilà, je me dis c'est trop bien, ou écologistes. Je me dis bah cool en fait. Et tu vois, enfin, c'est pas un constat que j'ai. De la même manière que j'ai pas un truc sur la victimisation, enfin tu vois, c'est pas du tout des sujets. Moi, quand je vois ça chez les gens, bah, je me dis ok, je les crois, tu vois, et j'ai pas le sentiment que c'est pour cacher un espèce de truc qu'ils auraient au fond d'eux, tu vois. Enfin, pour moi, virtue signaling, si tu dis que t'es engagé dans ça, bah probablement que t'as plein de sujets là-dedans, tu vois. Et en fait, c'est peut-être lié au fait que moi, je suis pas percutée par ces gens-là parce que j'ai des droits de parallèle avec eux. Enfin, tu vois, moi, je suis jamais percutée par ni des gens qui vont faire du virtue signaling, et moi on pourrait très bien dire que je dis ça, hein. Je dis toute la journée je suis féministe, donc peut-être que moi aussi en fait je suis pas, tu vois, j'en sais rien. Donc ouais, non, j'arrive pas, c'est toujours un truc qui m'a paru assez loin, ça. Débat un peu compliqué, il y a plein de nuances. Moi juste, c'est parce que j'ai travaillé dans plein d'endroits différents, et il y a un truc que je peux pas blairer, c'est voir la personne dire des choses et être au cœur, au quotidien, et voir les gens... Tu vois, en fait, je te donne juste un exemple, mais que je peux t'en citer 100. Je discute avec un mec d'une startup green, et le mec me dit, tu sais, le gars, il fait dans les magazines, etc., fait le beau, c'est le mec, tu vois, blabla, ESS, la star de l'ESS et tout. Le gars, franchement, je déjeune avec lui. Le mec m'encense, j'adore ce que tu fais, etc. Je suis pas toujours d'accord avec toi, mais belle plume, bel truc, belle tac, j'organise ça, blablabla. Et là, tu vois, je sais, franchement, une connerie, genre parce qu'on a déjeuné, je sais même plus ce que c'était. Le mec se trompe dans une sauce où il amène des patates douces à la place des frites ou des frais de pain. Vraiment un truc Et le mec, il le défonce, tu vois. Et en fait, par contre, moi, en fait, tu dis, tu vois, c'est un peu cliché, mais tu te dis... Le statut. Tu dis, mais mec, en fait,
t'es environnementaliste, je sais pas quoi, t'es écolo, mais commence par bien traiter les gens avant de vouloir sauver la planète, tu vois, genre. Et en fait, ces gens, ils me saoulent. Après, ils sont pas. Enfin bref, voilà. Autre sujet, mais c'est juste pour. En fait, j'aime pas l'hypocrisie, tu vois. Ok. Tu veux prendre Non, t'inquiète, c'était. Non, t'inquiète. Je sais pas où on va dans ce podcast. Mais moi, je sais. Tu sais, c'est très bien. Non, parce qu'en fait, ouais, on a pas mal de différences avec Nina, mais on le sait, on le sait. Ouais, on a plein de différences et puis on sait exactement les sujets de divergence. Ouais. Mais du coup, ce que j'apprécie, c'est, et je me demande si t'as pas changé là-dessus, c'est le fait que je pense que t'es beaucoup moins heurté quand les gens tu vois, vont pas toujours dans la même direction que toi. Par exemple, la première interview que j'ai faite de toi en 2021, je te sentais moins souple. Tu vois. Je sentais qu'il fallait moins. Ça rigolait moins, tu vois. Alors que je suis toujours aussi vénère et radicale. C'est juste que peut-être ça se voit moins. Mais non, je suis hyper radicale parce que moi, mon rôle en fait dans le féminisme et dans le combat que je porte, c'est d'être première ligne. En fait, si Nina, elle peut se permettre de dire ça, alors moi, je peux me permettre ça. Tu vois. Okay. Si Nina, elle dit ça, moi, je suis première ligne, je me prends toutes les balles en fait. Sur LinkedIn, vraiment, je me prends, mais ou même partout, tu vois. Enfin, récemment, j'ai pris pas mal de balles sur Insta, notamment en parlant de maternité, tu vois, en ouvrant des discours qu'on a rarement l'habitude de voir. Sur la maternité notamment, et ouais, je me fais mais déchirer. Et en fait, quand je vois ça, déjà, c'est ce que je pense, et aussi c'est ce que je dis. Et je suis OK, en fait, avec le fait de penser ça, de dire ça, parce que si Nina, elle se pense ça, bah, en fait, toi, t'es la nana qui pense peut-être 1/100 de ça, et tu dis, bah, si Nina, elle ose ça, bah, vas-y, moi, je peux oser cette petite marche, tu vois. Et encore, et encore. Et dans tous les combats, on a besoin de première ligne, tu vois. Martin Luther King, il était vu comme un énorme radical, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on dit, c'est un bisounours, nanana, nanana. Le mec, il avait fait je sais pas combien d'années de prison, c'est parce qu'en fait, le mec était vu comme un mec hyper radical. Donc, en fait, dans tous les combats, il y a ce truc-là où, radicalité, parce que le changement aussi n'est pas quelque chose de doux, quoi. Parce que là, on est quand même dans un truc, on essaye quand même de regagner de repousser des frontières. Et aux frontières, la guerre est un peu aux frontières, c'est un peu douloureux, quoi. Voilà. Et celles qui sont en arrière-ligne, bah du coup, ça les aide à avancer, tu vois. Toi, t'es aux frontières, tu prends des balles et tout, et puis celles qui sont en arrière-ligne, bon bah ok, c'est plus smooth, c'est tout, tu vois. Mais ouais, c'est tout. Je pense que tous les mouvements égalitaires, etc., sont à un moment ou un autre radicaux, en fait. Parce que t'es obligé. Ouais, bah on pourrait en parler longtemps. En même temps, ça fait partie de ton business parce que c'est ta mission. Ouais, obligé, pardon, et je vais juste compléter. Voir en colère, tu sais, on dit toujours enragé, être en colère. Et je sais que t'as un truc que tu dis souvent, la colère. Les pessimistes enragés. Ouais, tu vois, le fait d'être enragé ou d'être en colère. Enfin, je fais pas l'analogie avec ce que tu dis. Je me sens pas concernée, mais ce que je veux dire, c'est que le fait d'être en colère, et qui est une des caractéristiques qu'on attribue beaucoup au féminisme, tu vois, et aux meufs féministes, on leur dit qu'elles sont en colère. Quand tu disais oui, parfois, on sentait qu'il fallait moins rigoler avec toi. Mais parce que c'est aussi cette émotion-là qui fait bouger. Tu sais, j'ai écouté un podcast sur l'utilité des émotions. Et en fait, la colère, c'est l'émotion qui te fait avancer, tu vois, qui te fait bouger les choses. Et c'est peut-être parfois ça, en fait, qu'on ressent quand je parle. Après, c'est à l'écrit, donc c'est difficile. Je pense que la colère, c'est un très bon driver. Ouais, de ouf. Mais quand je dis, tu vois, les pessimistes enragés, que je dis souvent, où c'est plutôt une histoire de self-control. C'est-à-dire que la colère, je pense, peut être un driver puissant. Mais je pense, ça c'est mon opinion, hein, ouais. Je pense que par contre, en fait, ne pas pouvoir se contrôler et du coup exprimer et rejeter la colère vers les autres via des discours agressifs, moi, ça, de toute façon, si les gens le font avec moi, ils vont pas rester longtemps dans mon cercle, tu vois. Et parfois, je demande aux gens de prendre sur eux. Moi aussi, je pense, il y a des moments. Mais par exemple, tu vois, quand quelqu'un écrit un truc et que je peux pas blairer le truc, je pourrais me dire, en fait, je vais lui mettre une balle. Mais d'un autre côté, cette personne, peut-être que elle est pas bien dans sa vie. Peut-être que, tu vois, et je dis pas que je suis un empathe, hein, faut pas non plus. Mais tu sais pas ce que la personne, elle traverse. Tu sais pas, si ça se trouve, ça va lui faire du mal. Et puis qu'est-ce que ça dit de moi, en fait? C'est-à-dire que je peux pas me contrôler, je peux pas contrôler ma colère, et du coup, je déverse ce truc. Et donc, moi, voilà, j'aime pas
j'aime pas les gens en colère, ou en tout cas c'est pas que j'aime pas les gens en colère, j'aime pas les gens qui me transmettent leur colère. Tu vois. T'aimes pas les gens qui déversent leur colère sur toi. Ouais, Okay. mais donc du coup, je pense que c'est une question de self-control. Bah, après ça, c'est un peu du stoïcisme à l'ancienne. Bref. Ouais, voilà, c'est ça. C'est la valeur du stoïcisme. Est-ce qu'on met de la valeur dans le contrôle ou pas, quoi. Ouais. C'est intéressant. Et donc c'est ta mission non mais c'est important, mais c'est ta mission, tu vois. Ouais. Donc c'est important. Bon, donc forcément, je me doutais que t'allais à un moment t'allais me parler de ces sujets-là, ce qui est normal. Donc là, on va revenir des choses beaucoup plus triviales. On va parler d'un truc dont tu parles jamais en fait. Tu parles jamais de technique en business. Tu parles un peu de copywriting, etc. Mais tu vois, t'es pas comme des Benoît Dubos ou des mecs genre Kevin ou tu vois Jordan que je pense que vous appréciez aux dernières news. Carrément. Tu vois, lui, il est devenu vachement technique, tu vois. Et moi, j'adore. C'est hyper technique. Et toi, alors que tu montes un business à 7 chiffres, tu as créé une équipe, tu as des process, tu vois, c'est quand même marrant, mais c'est pas forcément des choses dont tu as l'habitude de parler, de l'emailing, tu vois, des funnels, des trucs d'acquisition. Pourtant, tu es très doué là-dedans. Oui. Mais t'en parles jamais. Alors que ouais, tu fais du business, tu vois. Et moi, ça m'intéresse. Et de toute façon, je vais te cuisiner parce que là, après, on va dîner avec des gens du mastermind et pendant le week-end. Mais quand quelqu'un amène un business et un monoproduit à 1 million, c'est quand même une prouesse, tu vois. Focus. Donc, je sais pas trop par où commencer parce que, bon, si on va commencer par le plus important, on va commencer par ton modèle d'acquisition. Parce que tu vends quand même... Alors, aujourd'hui, ça vaut combien le bootcamp, ouais. Il est à 3003. Hors taxe. Oui. 3960 TTC. Tu vois, sur un marché, vendre des produits d'éducation et d'accompagnement à 3300 € sur 6 semaines, ma première intuition, moi, je me dirais, putain, j'ai peur que le marché s'assèche hyper vite, tu vois. Donc, ça veut dire que tu arrives à convaincre, donc tu as un système d'acquisition. Donc ça va être intéressant, je pense, la première. Le deuxième, c'est ton système sales, c'est-à-dire à partir du moment où tu as l'acquisition, comment les gens, en fait, tu les closes, etc. Le troisième, c'est... tu m'as dit qu'en fait, tu étais sorti de ton business, donc j'aimerais savoir comment tu as organisé, en fait, tes teams pour t'enlever de l'opérationnel. Et ça fait déjà beaucoup. Est-ce que tu vois d'autres choses d'intéressant sous le capot que tu as mis en place, je ne savais pas il y a 2 ans, et que tu as mis en place Non, ça c'est bien déjà. Donc c'est acquisition, sales et team, et limite automatisation au process, quoi. Donc on peut peut-être commencer par l'acquisition. Comment tu fais l'acquisition sur le bootcamp? Juste rappeler les grandes lignes. Donc ça dure 6 semaines. Me dire, donc là tu as fait 10 promos, me dire combien de promos tu as fait, tu as combien de personnes par promo, peut-être l'évolution du prix. Tu vois, commencer un peu par les grandes lignes avant de faire l'acquisition. Ouais. Donc le bootcamp, effectivement, c'est un produit en 6 semaines pour être visible et reconnu. Donc c'est un produit de formation. La première, donc là on est à la 10e promo. On va bientôt faire la 11e et la 12e avant la fin de l'année. C'est un produit qui aujourd'hui a formé 350 personnes, bientôt 400. 350 femmes, c'est un taux de satisfaction de 9,5. Ça change à chaque fois, mais à peu près entre 9,5 et entre 9,3 et 9,7, quoi. Voilà, grosso modo. C'est un produit qui a commencé à 500 € TTC. Donc 400 € à peu près. À l'époque, pour celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez regarder le podcast précédent. Mais à l'époque, je l'avais lancé il n'y a pas si longtemps que ça. On en parlait dans notre podcast. Donc première promo, c'était 20 personnes à 500 €. Grosso modo, pour 500 €, tu avais grosso modo 4 lives avec Nina, quoi. J'exagère, mais c'était à peu près ça. C'était un produit de groupe. Voilà. Donc ça, c'était la première promo. Aujourd'hui, on fait des promos... Ça dépend des sessions. Notre plus grosse promo qu'on a pris, c'est 70 personnes. Avec un ressenti de 10 personnes. Parce qu'en fait, chaque personne est dans une mini-promo de 10, en fait. Donc, t'es accompagné, coucouné, chouchouté, comme si il y avait que 10 personnes, alors qu'en fait, il y en a 70. On a augmenté le prix. Donc, le prix est passé de 500 à 3300. Pourquoi ? Parce qu'on a augmenté le produit aussi. Il y a beaucoup de gens qui augmentent le prix, mais qui n'augmentent pas la valeur. Nous, on a 2 personnes. On a 2 personnes qui s'occupent. On a à peu près 1 personne pour 5 participantes à plein temps pendant 6 semaines. Donc,
pendant 6 semaines, en fait, il peut rien t'arriver. T'es chez Ramène ta fraise. Vraiment, il peut rien t'arriver. Si t'as peur de publier, ton premier post, il va être smooth. Si t'as des haters, en fait, on va se positionner pour que ce soit pas trop douloureux pour toi. Limite, on va te mettre quelqu'un qui va te gérer tes émotions et t'aider à gérer tes émotions. On va vraiment tout faire pour que tu te sens extrêmement bien pendant 6 semaines, pour que poster devienne facile, pour que ça devienne accessible et pour que ça devienne surtout rapide, parce que de plus on avance et plus on a des femmes qui n'ont pas le temps, qui ont des business à gérer. C'est pas des créatrices de contenu comme nous. Elles font ça pour le business, quoi. Voilà, grosso modo, le produit dans les grandes lignes. D'accord. Donc, on va rentrer un petit peu peut-être dans l'outillage, tu vois. Ouais. Donc, groupe de 10, c'est quoi? C'est WhatsApp? Ouais. Ok. Donc, tu as un chef de ta team. Ouais. Enfin, une chef. Ouais. Donc, tu as... Ok. Et ensuite, vous avez un groupe des 50 ou des 70 femmes. Ouais. C'est quoi? Sur Slack? Sur WhatsApp. C'est WhatsApp. On fait tout sur WhatsApp. Ok. Donc, vous avez un autre groupe WhatsApp. Ok. Donc, pas mal de customer care. Et c'est quoi le produit? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des challenges? Il y a plein de trucs dans le produit. En vrai, c'est Élise qui est sur le produit. Donc, c'est elle qui gère beaucoup de trucs. Et c'est grâce à elle, en fait, qu'on a de la qualité comme on a. Mais grosso modo, ce qu'on a dans le produit, c'est... tu as une session de groupe par semaine pendant 6 semaines. Tu as du coaching individuel. Combien? Tu as 3 coachings individuels. Ok. Tu as des corrections de poste aussi. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as aussi tous les jours, en fait, de l'accompagnement avec des mini-choses à réaliser, des mini-défis, etc. En fait, chaque journée de ton expérience, elle est pensée pour que tu sois le plus amorti possible, quoi. Donc, tu as tout ça. Et en fait, chaque jour, il t'arrive un truc pour que tu deviennes meilleur un petit peu, chaque jour, sans que ce soit douloureux. Au lieu de passer de 0 à 100 d'un coup, tu passes de 0 à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, et à la fin, t'es devenu une boss de LinkedIn et tu t'en es même pas rendu compte, quoi. Et c'est quoi? Ils reçoivent un email? Alors en fait, on a beaucoup. Ce qui est, en fait, c'est pourquoi je réfléchis, parce que chaque fois on améliore et à chaque fois en fait on change et on teste des choses différentes. C'est pour ça que je te dis que là, ça fait genre 10 saisons qu'on a faites, tu vois. Mais en gros, un moment on faisait que sur WhatsApp. Après on a fait email. Après un moment on a pensé à passer sur Discord. Mais là, ce qu'on a retenu pour le moment, c'est une partie sur WhatsApp et une partie sur email. En gros, c'est ça qu'on a retenu. Ouais. Ok, donc produit clair, acquisition. Acquisition, LinkedIn. Ok. Donc on fait des posts. On fait des posts. Il y a des moments où je compte à 2 posts par jour, tu sais. Ah ouais? Pour en parler. Ah ouais. Ah, moi je fais régulièrement 2 posts par jour. Hein. Je me fais des petites. C'est toi qui écris des posts? Non, maintenant j'ai une team création de contenu, donc on est au moins 4. Ça t'allège bien, ça, non? C'est trop bien. Ouais, franchement, c'est trop bien. Moi, je vis ma meilleure vie parce que aujourd'hui, je suis accompagnée, je suis plus toute seule. Avant, c'était un stress de malade de devoir sortir tous mes posts. Maintenant, je sais que y a des gens qui sont là pour m'aider à sortir des trucs, tu vois. Tu peux m'expliquer rapidement, parce que ça va m'intéresser, ça va intéresser beaucoup de gens du mastermind, sur comment tu passes de ton idée à eux, ils écrivent le post à ta place. C'est-à-dire, c'est comment tu fais? T'envoies des vocaux? Ça dépend. Il y a beaucoup de... En fait, ça dépend beaucoup de la personne. Grosso modo, tout ce que je vais te dire est tellement changeant en fonction de la personne que tu as. Le gros learning, juste pour dézoomer et pour faire un petit disclaimer, en fait, le plus gros learning que j'ai eu sur le scale, c'est... Ça dépend des humains avec qui tu travailles. En fait, tout ce que je vais dire... C'est pour ça que je suis... Tu vois, c'est dur de donner une méthode. C'est que, grosso modo, c'est humain dépendant de ouf. Et je vais te donner un exemple. On a travaillé dans le bootcamp, ok? Et dans le bootcamp, il y a des coachs. Ok, des coachs techniques, experts, etc. On mesure, nous, le taux de satisfaction de nos clientes. On a des coachs qui nous ont foiré des taux de satisfaction. Et on sait très bien le relier à qui, quoi, quand, comment. Alors, je ne travaille plus avec elle, hein, tu vois. Mais en fait, alors qu'il y en a d'autres avec lesquels on a des super taux de satisfaction. Donc nous, c'est une variable qu'on regarde énormément, le taux de satisfaction. Donc déjà, ça, c'est hyper humain dépendant. Première chose. Donc déjà, tout ce que je vais te dire, tu vas dire, ouais, vas-y, j'applique la recette, mais c'est hyper humain dépendant. Et du coup, le seul truc que je sais à l'heure d'aujourd'hui, je vais te faire le résumé très rapide, c'est recrutement management. C'est tout. Voilà. Tout le reste est structure. Et tout le reste,
c'est de la tactique, tu vois. C'est vraiment... voilà. Donc voilà, ça, c'était un petit disclaimer. Maintenant, l'écriture des posts, déjà, trouve une personne qui soit pas trop éloignée de toi, qui te comprenne bien, avec qui tu passes beaucoup de temps. Moi, je travaille avec Julia. Elle est en CDI aujourd'hui. Chez Ramène ta fraise. Ouais. La nana, c'est comme si elle était branchée à mon cerveau H24, tu vois. Donc, elle a un flux d'informations, elle sait comment je pense, elle sait comment je réfléchis, quels sont mes référentiels. Donc, ça, c'est hyper important. Pour moi, c'est un des facteurs clés de succès numéro 1. Okay. Après, facteur clé de succès numéro 2, c'est fais la liste de toutes les étapes pour passer de ton idée à ton écriture. C'est quoi les étapes que tu as? T'en as plein, en fait. Et peu importe ce que tu fais aujourd'hui, ta magie, elle opère. Je connais pas exactement les gens du mastermind qui sont comme médias, mais en fait, ta magie, elle opère forcément d'une certaine manière. Donc, ton taf, c'est de décomposer ta magie. Et ta magie, en fait, elle est créée en une succession d'étapes. Et tu dois déjà avoir ces étapes en tête. Et donc, nous, la création d'un poste, c'est environ une dizaine d'étapes. La question est, à quel endroit de ces étapes tu es indispensable? Voilà. Et tout le reste, après, tu délègues, tu mets des gens, voilà. Grosso modo, c'est ça. Ok. Mais juste, toi, quand tu as l'idée, tu en fais quoi? Tu la notes, envoies un vocal à Julia? Non. En fait, on a une session par semaine, pendant 1 heure, où on parle. Et on discute de nos idées, et c'est notre partie. D'ailleurs, elle adore ce moment-là. Enfin, on adore tous les deux ce moment-là. C'est trop bien. C'est ce que je faisais en ghostwriting à l'époque. Ouais. Ça coûtait très cher, ça. Hein. Ouais. Je veux te la piquer. Ouais. Non. Elle est impeccable. Je rigole, forcément. Non, mais c'est... ok. Donc, acquisition, donc principalement LinkedIn. De l'email aussi, j'imagine. Tu fais encore tu fais de l'email? Oui, je fais toujours d'email. J'ai plus de 23 000, entre 23 000 et 30 000 mails, je sais plus. Ouais. Je te dirais à quel point j'entre de moins en moins en fait dans l'outil, dans la technique, parce que maintenant j'ai quelqu'un qui programme, donc c'est Mélissa qui programme les emails. Ouais. Mais attends, moi je t'ai dit, je suis passé sur Brevo, je sais pas si tu connais l'outil. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais non, mais tu sais, quand j'ouvre Brevo, je sais même pas où je sais même plus sur quel. Mais ouais, en fait, il y a un moment où t'avais une boîte, tu t'envoyais des newsletters sur Substack, les gens ils les lisaient, et puis c'était tout. Et il y a un moment où t'arrives dans ton business, et en fait, il y a des boutons partout, et t'as peur d'appuyer sur n'importe quoi, et t'es en mode genre, putain. Ah ouais. Mais à un moment, j'ai appuyé sur un bouton sur les punks du web, à un moment, j'ai cassé une automatisation. T'as cassé, ouais, c'est ça en fait. Et mais très important, une automatisation. Enfin bref. Oui, mais Substack, c'est vraiment marrant. Hein. C'était limite, je mettais comme ça. T'es comme ça, t'appuies sur le clavier, t'envoies tu appuies sur envoyer et ça envoie à 15 000 personnes. T'es là, Brevo, c'est là. Mais c'est optimisé pour ça en fait. Substack, ça a été créé parce que le pain point des créateurs, en fait, c'est optimisé. En fait, c'est le Apple des créateurs. C'est-à-dire que c'est Brevo. C'est PC, tu vois, vraiment, genre à l'époque, pas du tout friendly user. Ouais. Et puis en fait, Substack, ils t'ont créé un super environnement pour les créatifs. Mais d'ailleurs, c'est un truc qui est fait pour les créatifs. Moi, je pense que t'as un profil genre créatif. Toi, t'es hyper créatif, t'es hyper divergent. C'est pas du tout un truc technique. Moi, le fait d'être ingénieur en chimie, ça m'a aidé. Et donc, du coup, j'arrive à cliquer sur des bons trucs. Mais Substack, c'est fait pour les créatifs, tu vois, c'est trop bien d'ailleurs. Et pas du tout, du coup, pour les marketeurs qui, eux, sont plutôt des techniques, tu vois. Genre brancher des automatisations, etc. Tu vois. Et c'est là où tu es obligé de changer d'outil. Moi, j'ai pris Adri, qui est magicienne, quoi. Tu vois, donc là, c'est... Mais du coup, j'ai plus la main... Oui, tu peux pas te réveiller et dire « Ah putain, je vais faire un email », tu vois. Non. Et donc, tu vois, tu sais, quand je te parlais de monter la boîte à 1 million et tout, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus ça. Alors que sur Insta, je vais faire « Hey, salut les gars, c'est bon, nanana », et ça reste mon espace de créativité où je peux encore faire ça. Ouais. Sinon, je peux plus faire ça je veux faire un post LinkedIn, il y a 10 étapes à respecter, tu sais, je peux pas arriver. Je rigole. La réalité, c'est que je peux... évidemment, c'est ma boîte, c'est mon compte, je fais ce que je veux, tu vois. Mais je sais que ça va déstabiliser le bateau, tu vois. Je suis dans un bateau, maintenant. Ouais. Moi, LinkedIn, tu sais que je réponds, c'est encore moi qui réponds aux messages, je réponds aux commentaires, je sais pas. T'as deux profils, hein, t'as les types Hormozy, où en gros, ils savent même pas ce qu'ils publient, ils savent même pas ce que les gens disent, et t'as les mecs genre Peter Levels ou Paul Graham, qui sont, Paul Graham, il est milliardaire, et il contrôle complètement son compte, hein. Elon Musk, tu vois, que tu adores, Elon Musk. Et qui, T'as dit que tu déterminais comment étaient les gens à leur avis sur Elon Musk. Donc bon. Ouais, c'est vrai, je l'ai dit. Ça s'appelle le litmus test. C'est-à-dire que un litmus test, c'est... je pense que toi, un litmus test, ce serait si quelqu'un que tu rencontres, tu pourrais lui dire un truc sur les femmes ou le féminisme. Non, par exemple, c'est qu'est-ce que tu penses d'Ayana Nakamura? Moi, c'est mon litmus test. Ah ben voilà. Tu vois, c'est l'équivalent de book d'Elon Musk, quoi. Ouais, et en général, il y a 3... Mais il y a des litmus tests, tu peux réussir. Par exemple, si quelqu'un me dit Elon Musk, j'ai pas d'avis,
déjà, je me dis, la personne, elle sent pas obligée d'avoir un avis sur tout. Donc, oui, moi je passe pas ton litmus test, hein, c'est sûr. Je sais pas comment je me suis retrouvée dans ce podcast, mais c'est sûr que normalement je devrais pas être là, hein, c'est sûr. Non, mais après, la raison, c'est pourquoi. Mais pourquoi tu l'aimes pas, Elon Musk? Enfin, après, je sais pas si tu l'aimes pas. Je le connais pas assez, en vrai, je connais pas personnellement. Oui, je connais pas assez, mais en fait, les idées. Regarde. Alors là, oui, récemment, je sais pas, oui, je comprends. Sa fille ou son fils, tu vois. Ça s'est quand même pas très bien passé avec son enfant. Un de ses enfants, oui. Voilà. Bon, déjà ça, son lien avec Trump, les idées qu'il supporte. Non, mais avant Trump, parce que là, Trump. Mais en fait, j'avais pas besoin que ce truc soit outé pour comprendre qu'il avait ce genre d'idées. En fait, il y a un des faisceaux d'indices sur les gens quand tu vois les trucs qui sortent. En fait, tu vois l'idéologie qui est derrière. C'est-à-dire, la suite n'est que logique, tu vois. À un moment, il a outé le truc de Trump, son enfant et tout. Enfin, son enfant a fait. Mais ce truc-là était. Enfin, pour moi, je suis pas tombée des nues, tu vois. Je me suis dit, ok, c'était sûr, parce que au travers de l'idéologie qu'il porte, je suis pas du tout d'accord avec l'idéologie qu'il porte, qui est quand même très. Non, mais en fait, c'est pour ça qu'Elon Musk. Enfin, après, mais là, il a trop vrillé, tu vois. Mais même avant de vriller, en fait, c'est juste qu'il se cachait un peu, mais même dans tout ce qu'il disait, dans ce qu'il disait, c'était quand même des discours qui étaient assez violents, quoi. C'est un ancien démocrate, hein, tu vois, c'est compliqué ça. Mais je pense que là, c'est trop évident, parce que Trump, il est détesté en France. L'immunity test, ce truc sur la main, je l'ai dit il y a 1 an et demi, quand même. Là, un litmus test qui pourrait être intéressant, ça pourrait être... Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme... Moi, j'appelle ça les deal breakers, mais c'est ça, en fait. Oui. C'est le litmus test. Mais d'ailleurs, le litmus test vient de la chimie, d'ailleurs. Ah, okay. C'est une réaction, je crois que c'est quand tu fous des trucs, ça fait du bleu ou... Ok. Ouais, je savais pas. Écoute, je devais pas être en cours ce jour-là. Non, mais après... le litmus test vient de la chimie, parce qu'en fait, c'est en fonction de la création que ça fait. Tu passes ou tu passes pas. Et après, ça a été appliqué aux sciences sociales, mais c'est à la base, c'est de la chimie. Mais je sais pas. Mais Aya Nakamura, moi, je pourrais dire... je pense que je te dirais, c'est que j'ai pas d'opinion, tu vois, c'est une chanteuse. Moi, j'aime bien ses musiques. Après, mais par exemple, l'hypnose, ça aurait pu être qu'est-ce que tu penses de la présence d'Aya Nakamura au JO, c'est ça? Oui, par exemple. Ou qu'est-ce que tu penses d'Aya Nakamura? Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent que elle parle pas français, que ce qu'elle dit machin, que tu vois en fait que parce que c'est une femme noire et que en fait ce serait un mec blanc qui ferait ça, c'est pas la même chose, tu vois, mais en fait il y a plein de liens aussi avec l'Académie française, genre comment est-ce que tu acceptes que les mots ils soient tordus, à quel point tu acceptes que la langue ce soit pas celle qui a été définie par des gars dans une salle, ou que ce soit la langue qui est vraiment parlée, et à quel point tu admets que la langue, ce qu'on appelle la langue, est quelque chose de vivant et quelque chose de muable, et à quel point t'es rigide et figé et t'es de droite sur ça, quoi. Ou à quel point t'es quelqu'un qui accepte que la langue soit quelque chose dont le peuple et dont les gens s'emparent et qui déjà les représente et qu'ils peuvent modeler à qui ils sont et à ce qu'ils font. Là, tu parles alors, je sais que c'est un nom, mais je me rappelle plus. Je crois que c'est l'écriture prescriptiviste versus je sais pas, il y a un truc comme ça. En gros, il y a des gens qui disent tu dois mettre la virgule près, mais moi, je passe ma vie à inventer des expressions. Mais quand t'as mis la story sur Insta, je vais au Bossistan ou je sais pas quoi, tu vois. Donc, mais tu vois, ça me marque quand même de créer des... je m'amuse. Mais... Parce que quand j'étais petit, j'étais un peu fou. Et en fait, je crée des... Toi, tu crées des bons concepts, ouais. Franchement, t'as ce truc-là de créer, genre, se traiter comme Beyoncé, le Bossistan. En fait, t'as le... Tu vois, même moi, le truc PME. Moi, je t'avais dit, je me rappelle, on a eu cette conversation, je te disais, ouais, moi, je fais une PME. Et tu sais, genre, quelques mois après ou quelques années, je sais plus, tu m'avais envoyé un message, tu m'avais dit, ah ouais, PME Internet. Et t'es venu avec ce concept et t'as dit, bah ouais, mais genre, c'est toi qui me l'as dit, PME, tu vois. On avait eu cette conversation et tu m'avais dit, bah Nina, c'est toi qui m'as inspiré ce terme, mais toi, t'en as fait un concept qui s'appelle PME Internet. Là, je trouve que c'est le naming, en fait, c'est le concept du naming. C'est le naming. C'est une discipline marketing. Et donc là, de toute façon, sur le business, j'ai pas tellement plus de questions que ça, parce que de toute façon, tu m'as dit, en fait, c'est lié à l'humain, en fait, il faut trouver les bons humains, quoi. Ouais, en fait, tu vois, si on prend... Après, évidemment, je pourrais te détailler exactement à la virgule près et à la minute près ce que font les bootcampeuses quand elles rentrent, ce qu'elles font. Il y a tout un protocole de rentrée, elles suivent tout un parcours. Franchement, oui, je pourrais te détailler tout dans les détails et m'updater pour te dire, ah oui, bah là, on a changé, on a mis ce message-là sur WhatsApp et celui-là en email parce que ça, c'était mieux, ça, c'était mieux. Tu vois, je pourrais te dire
en termes micro. Ouais. Et je pourrais trouver les infos, mais je ne crois pas que ce soit ça qui soit intéressant. Je pense que ce qui est intéressant de savoir, c'est, et pour les gens qui nous écoutent, c'est est-ce que tu es prêt à faire un seul produit pendant tes 5 prochaines années, quoi, tu vois. En fait, moi, c'était ça le facteur clé de succès. C'est focus, un produit, un canal, une audience. Et là, j'ai focus là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est est-ce que tu es prêt à sacrifier de la liberté pour y arriver? Et qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour toi? La liberté, c'est moi, je peux pas me lever le matin et dire prout sur LinkedIn. Non, comme je te disais, j'ai 10 étapes avant de poster un post, donc t'inquiète que mon idée, faut qu'elle mature. J'exagère quand je dis ça. Évidemment que si je pouvais, évidemment que c'est moi qui suis en charge de toutes les idées qui passent sur mon LinkedIn. Évidemment que je pense 100% de ce qui est dit et que c'est mes idées, tu vois. Mais tu perds en liberté, tu perds en vélocité. Et à quel point tu es prêt à voir sur le long terme et à accepter de ne pas prendre du quick win maintenant pour le prendre plus tard. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose. Et la dernière chose, c'est pour faire ça, c'est pas business à 200K, full marge. Parce que tu vois, quand tu me disais, tu parlais des freelances qui font 200K, franchement, ils font 200K, mais la plupart, ils font full marge, tu vois. Ils ont peut-être 20 000, 30 000 euros de marge, de charge, tu vois. Moi, j'en suis pas du tout à ces niveaux-là. Tous les mois, j'ai des dizaines de milliers d'euros à payer, laisse tomber. Et en fait... Et à quel point ça impacte ton mental. Il y a des gens, ils se disent, mais pour rien au monde, je veux avoir 20 000 balles de charge tous les mois. Pour rien au monde, laisse tomber, tu vois. Donc, à quel point tu es prêt à laisser tomber ce truc-là et ça, c'est vraiment les downsides, tu vois. Mais les upsides, moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que j'ai une équipe et que j'adore. Moi, je suis meuf de la tribu. J'ai créé Ramène ta fraise, c'est une communauté, c'est une tribu. C'est genre déjà le concept même, c'est une tribu. Donc là, j'ai créé ma propre tribu de meufs autour de moi que j'adore, avec un super, on a une super, et je suis bonne à ça en fait. Vraiment, c'est ma zone de génie. Et ma zone de génie, contrairement à ce que je pensais, c'est pas écrire, c'est pas ça, c'est juste créer et dire aux gens, venez, on veut par là, et que les gens ils kiffent, tu vois. Donc voilà, ça c'est de manière un peu plus méta. Et ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai un business modèle qui n'est pas scalable. J'ai pas, t'achètes ma formation et démerde-toi. Ça fait des trucs scalables. Parce que la formation, tu la crées une fois, et après, tu la vends 200, 300, 400 fois, 500 fois. Regarde tes templates. Tu les as vendus combien de fois, tes templates? 400 fois. Ouais, 400 fois, ça t'a coûté une fois à les produire. Après, c'est scalable, en fait. Ça fait une exponentielle. Moi, à chaque fois que je vends une place du bootcamp, je dois produire le bootcamp et ça me coûte. Tu vois. Donc, c'est vraiment un système de croissance PME qui est linéaire, en fait, qui n'est pas exponentiel. Et pour aller là-dedans, si tu veux, à mon avis, y arriver là-dedans, c'est structurer, processiser, mettre les bons humains et les manager. En gros, c'est ça, quoi. Si je dois... Et aujourd'hui, quand je te parle de ce que je t'ai expliqué pour le process d'écriture d'un post, en fait, c'est valable pour le process d'une newsletter, c'est valable pour le lancement. Il y a pour le lancement d'un bootcamp, je crois que c'est genre plus de 50 étapes. Genre, il y a vraiment 50 étapes pour créer un bootcamp. Il y a un nombre d'onboarding de personnes. Enfin, c'est un délire, tu vois. Et moi, c'est mon côté ingénieur. C'est vraiment moi, je vois ça comme des tuyaux que je branche et ça m'éclate, tu vois. Mais il y a plein de gens qui diraient, mais tu vois, ma pote Caro Jurado, elle a un business model un peu enfin, pas comme toi, mais comme les templates. C'est-à-dire qu'elle a créé sa formation et elle la vend plein de fois. Et elle me dit, mais Nina, pour rien au monde, je veux mettre un pied dans ta vie, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça c'est un peu les grandes lignes de ce que je peux te dire. Et après, toi, si tu as envie d'aller dans cette direction, c'est quoi? C'est prends ce que tu fais, systématise-le, mets des gens qui sont capables de l'exécuter aussi bien que toi, voire mieux que toi, et fais en sorte que ces gens soient contents. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, écoute, merci Nina pour ces précisions. On passe à dernière question. Alors, je pense pas que j'avais posé ça la dernière fois, ça n'existait pas, mais du coup, je vais te les poser maintenant. Donc, je vais te donner... Donc, c'est la suite du jeu. Je vais donner des pans de ta vie et tu vas me dire sur 10 si tu es satisfaite. Et tu n'as pas le droit de dire 7 sur 10. Ouais. Ok. Si je te dis amour. Ça, c'est vrai, tu commences dur, hein, quand même. 6. Je vais pas le redire 7. 6, ok. Ouais. Pourquoi 6? Pourquoi 6? Parce que avoir un enfant, c'est dur sur une relation. T'as pas fait un post là-dessus? Genre, il faut 9 mois, c'est pas ça? C'était le pacte des 2 ans. Ok, ouais. En fait, c'est un pacte, c'est les Américains qui font ça. Genre, tu sais, c'est le pacte des 2 ans, quoi qu'il arrive pendant 2 ans. Genre, don't split until you sleep.
Ça, c'est le pacte des 2 ans. Ouais. Et en fait, franchement, c'est super douloureux pour un couple d'avoir un enfant parce que, enfin, déjà, tu dors pas. Alors, tu dors pas. Tu sais, tu es privation de sommeil. Le truc, c'est une méthode de torture, tu vois. T'as une nounou là encore, non? Ouais, j'ai encore une nounou. Ouais. Full time? Ouais. CDI? Ouais. Ça change la vie, ça. J'ai eu un CDI perso, ça fait vraiment pas ça. J'ai eu un CDI perso avant d'avoir un CDI pro. Ouais. Et mais ça, d'ailleurs, tu t'en parlais dans la réussite professionnelle. J'imagine que le fait, tu peux dire combien ça te coûte par mois Ouais, c'est. La nounou? Faut que c'est à peu près 2 000 euros le salaire à peu près. Brut. Que elle, oui. Ouais, t'imagines, ouais, putain, Ouais. t'imagines. Après, t'es aidé, hein, t'as des aides. Ah oui, c'est vrai. Genre, que t'as par beaucoup exemple, d'aides, je crois qu'on paye pas l'URSSAF, genre. Ok. Un truc comme ça. Ouais. Mais mais ça, c'est, C'est très très cher, ouais, c'est très très cher et je pense sincèrement qu'il en faudrait une deuxième. Tu aimerais d'autres enfants? Franchement, pour le moment, je ne vois pas comment je pourrais survivre à ça encore. C'était trop dur. Ok. C'est beaucoup plus dur que de faire une boîte. Vraiment, genre, faire un enfant, enfin, genre, vraiment faire 1 million d'euros. Faire un enfant, vraiment, genre, dans ma tête, je peux refaire 1 million d'euros, je sais pas si je peux refaire un enfant. Vraiment, c'est très, 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 très dur. Et du coup, avec tous les impacts que ça peut avoir sur le couple. Plus, monter la boîte en même temps. Si je te dis ami? Ami, 8. 8, ouais. T'es bien entouré, tu te sens bien? Ouais, j'aime trop mes amis. Franchement, j'ai trop de chance. Des amis hyper présents, qui m'apportent énormément, qui m'apprennent énormément. C'est une valeur importante pour moi d'apprendre. En fait, j'ai besoin d'être entourée de gens de qui j'apprends. Si je te dis santé? On est pas mal en santé. On est, je dirais, j'ai envie de dire 7, mais je vais dire 8. 8, c'est bien. Ouais. Ok. T'as mis des trucs en place? Ouais, je vais au sport 3 fois par semaine. Tu fais quoi? Je fais du cycling. Ok. Du cycling de bobo parisienne. Hein. Ouais, dans le noir avec des bougies et tout. Parce que moi j'ai vu des trucs de cycling dans ma salle et ils pédalent. Hein, ils y vont. Par contre, tu crames. Hein. Ouais. Tu crames, vraiment, tu crames. Et ça, pour ça, j'ai un petit hack, c'est que je me suis fait des partenaires d'engagement, tu vois. Genre, le dimanche, c'est avec ma copine Karine Jurado. Le vendredi, c'est avec Julia, justement, avec qui je travaille. Je me dis, ouais, tu veux pas venir chez Dynamo et tout, comme ça, je me fais des engagements parce que sinon, j'arrive pas, c'est trop dur. J'ai une naturopathe aussi. J'ai fait toutes mes analyses de sang, tu sais, mesure du taux de cortisol et tout. Ouais. Tous les 6 mois. Ouais, là, faut que je le refasse, mais ouais, oui. J'ai commencé déjà à faire le premier bilan, quoi. Tout allait bien? Non, pas du tout. C'est normal qu'il y ait des trucs qui ouais, clochent. Mais moi, c'est genre le cortisol, en fait. Et elle m'a dit, mais t'as les symptômes, t'as un cortisol qui est très bas. C'est comme si tes glandes, en fait, surrénales, elles avaient trop travaillé. Et en fait, t'es en burn-out du cortisol, quoi. Ouais. En fait, elles ont trop travaillé, tu as eu trop de pics de stress. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le cortisol, c'est une hormone que tu sécrètes quand tu stresses, qui est sécrétée par les surrénales. Et au bout d'un moment, tu les sollicite. Et en fait, quand tu es trop stressé, au bout d'un moment, elles font grève. Et elles disent, en fait, j'arrête. Et donc là, j'ai mon cortisol qui marche pas très bien. Ouais. Si je te dis satisfaction argent, sur 10? 8. 8, ouais. Ouais, franchement, c'est cool. Après, je pense que, en fait, j'ai une insécurité tellement forte par rapport à l'argent que c'est même pas à propos de l'argent, tu vois. Genre, je pense que je pourrais avoir tellement d'argent que je ressentirais toujours cette insécurité. Donc, je dis 8 parce que je m'estime hyper heureuse de gagner autant d'argent. Et je pense que je fais partie d'un faible pourcentage des gens qui ont ce confort. Et je te dis satisfaction, bonheur sur 10? Bonheur, 8. Ouais, 9. Franchement, je suis trop heureuse. C'est vrai? Ouais. Ok. Ouais, vraiment. T'étais contente de venir ici à Lisbonne? Ouais, ça m'a fait trop plaisir. Okay. Je me suis dit, allez, go. Non, franchement, je suis hyper contente. Je suis hyper contente d'être là. J'adore partager ce que j'apprends. Donc, non, ouais, trop cool. Écoute, merci beaucoup Nina pour ce podcast. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, s'ils veulent t'aider, qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils te trouvent? Sur TikTok? Sur LinkedIn ou sur Instagram? Ouais. LinkedIn, Instagram ou YouTube. Voilà, j'ai fait quelques vidéos. Okay. Mais principalement LinkedIn et Instagram. Instagram, du coup, c'est plus... c'est moi qui réponds, c'est moi qui fais tout, quoi. Ouais, donc, c'est plus ma zone un petit peu plus proche. Je fais des stories et tout. Et puis LinkedIn, je publie beaucoup de contenu. Donc, si les gens veulent apprendre plus, c'est plutôt LinkedIn. Merci Nina. Merci Thibaut pour cette invitation. Avec plaisir. Salut à tous, merci.